Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musical Avenue, le podcast. Musical Avenue, le podcast, c'est le podcast qui décrypte la comédie musicale sous toutes ses formes. Et ce mois-ci, pour ce 5e épisode, on revient sur une comédie musicale de Luc Plamondon. Et oui, encore, après Cindy, on a décidé de parler de Starmania. Et oui, Starmania, qui ne le connaît pas, c'est quand même culte. Et pour en parler, je ne suis pas tout seul, puisque je suis accompagné de Chloé. Salut Chloé! Bonjour. Alors, c'est la première fois pour toi dans ce podcast, Oui. et comme d'habitude, c'est le petit bisutage de première fois. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, moi je suis Chloé, j'ai 38 ans, j'habite en région parisienne, je suis journaliste presse écrite et en parallèle chroniqueuse pour Musical Avenue depuis 2017. Ok. Et donc je suis passionnée de comédie musicale comme nous tous ici. En tout cas, on est très heureux de t'accueillir pour ton premier épisode. Merci. Je suis également accompagné de Nathalie. Comment ça va, Nathalie? Salut tout le monde, ça va très bien. Très heureuse d'être là pour parler de Starmania, une autre comédie musicale. Vous étiez laissé la dernière fois avec Cats. C'est les deux comédies musicales qui ont beaucoup marqué ma vie, mon enfance. Donc, ravie d'être là. On est très heureux de t'avoir aussi avec nous et hâte que tu nous en parles. Et enfin, je suis aussi accompagné de Fabrice. Comment ça va, Fabrice? Bonjour à tous, ça va très bien. Très heureux de vous retrouver, de pouvoir échanger avec vous, de discuter avec vous de Starmania, de petites indiscrétions et de petits points de vue à associer. Voilà, de découvrir tout ça avec vous, un vrai bonheur et très impatient. Ouais, on est très impatient aussi d'avoir ton avis sur Starmania. Alors, si on parle de Starmania, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en ce moment, ça se joue à la scène musicale jusqu'en février 2023, il me semble, et ça part ensuite en tournée un peu partout en France et également en Suisse et en Belgique, si je me trompe pas. Alors, et pour certains qui ne connaîtraient pas Starmania ou qui auraient vécu dans une grotte pendant 40 ans, je vais y arriver, Starmania, c'était ça. Alors, j'ai une première question pour vous, messieurs, dames. Alors, je vais pas vous demander ce que vous en avez pensé, ça ce sera pour après, mais est-ce que vous connaissez, petite question trivia, est-ce que vous connaissez le premier titre de Starmania? Comment c'était appelé avant que ça devienne juste Starmania? Alors, bonne question. C'était pas comme Angelina ou c'était le premier projet de Michel Berger, Angelina Dumas, quelque chose comme ça. Non, je parle pas d'Angelina, okay. Effectivement, qui est le premier projet de Michel Berger. En fait, Starmania avait vraiment un premier nom. Je me demande si c'était pas le nom de la version de travail, qui était plus long. Il y avait Starmania, mais du coup, il y avait autre chose après. Ah bon? Moi aucune idée. Starmania l'opéra rock, non? Alors non. Non, vous séchez? On sèche. Oui. Alors, le titre complet, avant que ça devienne Starmania, c'était Starmania ou la passion de Johnny Roquefort racontée par les téléévangélistes. Ça me dit quelque chose. Tout un programme. Voilà. Je pense qu'ils ont décidé de compresser Oui, je pense que ça pouvait peut-être pas rentrer sur une affiche, en fait. En premier, ils se sont dit, on va juste dire Starmania. Donc, qui est devenu, Starmania, ou Starmania, l'opéra rock, effectivement. Donc, du coup, maintenant, la question qui importe tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de Starmania? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Nathalie, on va commencer par toi. Bon, la question, moi, ça représente vraiment toute mon enfance. En fait, aussi loin que je me souvienne, Starmania était dans ma vie. Alors, j'ai jamais vu pourtant le spectacle sur scène parce que, bon, j'étais trop jeune et après, bon, bien... Voilà, après quand j'étais adolescente, bon, c'est pas vraiment, j'ai pas eu l'occasion, bref, mais ça a vraiment bercé mon enfance avec les tubes qui jouaient bien sûr à la radio, mais aussi comme référence parce qu'en tant que Québécoise, c'était Starmania, ça a toujours été une grande fierté parce que c'est les artistes québécois qui allaient en France, qui travaillaient avec des Français et ça a été une des grandes fiertés là pour les Québécois.
Et ensuite, moi, mon idole de jeunesse, que j'apprécie encore, que je suis de sa carrière, c'est Martine St-Clair. Alors, à l'époque, dans les années 80, les chanteuses populaires là, que toutes les petites filles aimaient, mais aussi ma mère, ma tante aussi aimait beaucoup Martine St-Clair. C'était Martine St-Clair et Madonna. Donc au Québec, c'était ça. Alors quand c'était au moment où elle allait jouer en 88 à Paris, elle avait joué aussi dans la version de 80. Donc voilà. Donc pour moi, c'était un peu la référence Martine St-Clair, Starmania. Et j'ai toujours suivi, disons, de loin, de proche ou de loin, le devenir de cette comédie musicale-là. Et j'espère vraiment que ça va venir jusqu'au Québec, là, la nouvelle version. Je l'attends de pied ferme. Alors, c'est vraiment, comme je dis, un attachement émotionnel, mais aussi culturel par rapport au Québec que j'ai avec Starmania. Ok. Chloé. Alors moi, un peu comme Nathalie, ça remonte à l'enfance. Pareil, je crois que j'ai toujours eu Starmania dans les oreilles. En fait, il faut savoir que ma grande sœur était amoureuse de Daniel Balavoine. Et donc, elle a un peu amené Starmania à la maison. Et je me souviens de moi à l'arrière de la voiture de ma mère en train de chanter par cœur toutes les chansons. Donc, je comprenais pas forcément tout ce qu'elle voulait dire, ni dans quel contexte elle s'inscrivait. Mais bon, enfin voilà, c'est comme beaucoup de gens, je pense, encore maintenant, qui chantent les chansons. Mais ensuite, j'ai découvert un peu plus tard, j'avais la cassette vidéo, donc ça remonte de la version de 1989, avec notamment Renaud Hanson, Réjeanne Perry en Marie-Jeanne, etc. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai pu mettre une histoire sur les chansons que j'avais toujours entendu et voilà, enfin Starmania pour moi c'est un lien intime d'enfance et ça fait partie évidemment de mes comédies musicales préférées. Top. Fabrice. Oui, alors moi c'est un petit peu différent. On va dire que je suis venu à Starmania plus tard et que c'est d'abord les chansons qui finalement dépassent le cadre de la comédie musicale et qui sont vraiment intégrées dans notre culture populaire chanson française que je chantais étant enfant, adolescent, voilà, sans vraiment savoir que ça venait d'une comédie musicale et comme peut-être beaucoup de gens avec qui j'en parle ou quand on peut en parler ne savent pas forcément que ça vient de la comédie musicale. Et puis après, la passion pour la comédie musicale prenant le pas, au détour de petits échanges, on apprend que cette chanson c'est Starmania, et que cette chanson c'est Starmania, et que cette chanson c'est Starmania. Et puis on avait entendu parler de Starmania, on se dit mais donc ça a l'air grandiose ce spectacle, si on se renseignait un peu plus. Et puis voilà, après on découvre et c'est une grande claque. Et en fait, Starmania, moi, je fais un peu des crises de boulimie dessus. C'est-à-dire que il y a des moments dans ma vie où je trouve que ça correspond tellement à ce que on vit dans la société, à une ambiance du moment. Je trouve que ça colle tellement bien que j'écoute Starmania en boucle et un peu toutes les versions. Puis après, j'oublie un peu, je passe à autre chose. Puis tout d'un coup, on y revient. Et puis bon voilà, bien sûr le spectacle revient, donc on s'y replonge dedans avec bonheur, délice, on redécouvre encore d'autres façons d'appréhender les thèmes qui sont abordés. Donc voilà, Starmania c'est un peu une Madeleine de Proust qui revient dans nos vies à tous de passionnés. Voilà. Ouais, mais moi je suis un peu pareil que toi. Du coup, c'est vrai que j'ai découvert Starmania un peu tard. Je connaissais déjà plusieurs chansons parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est tellement ancré dans la culture populaire sans que tu saches effectivement que ça vient de Starmania. Donc en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à m'intéresser au spectacle que je connaissais quasiment une bonne moitié des chansons parce que quand on arrive en ville, je l'avais déjà entendu à la radio ou parce que mes parents l'écoutaient. Le Monde est Stone, pareil. Donc tu te rends compte que c'est plein de petites chansons que tu as déjà entendues à certains moments, mais que tu sais pas forcément le rapprochement avec Starmania. Du coup, c'est vrai que moi je m'y suis intéressé un peu tard. Et quand j'ai découvert effectivement le spectacle, j'ai pas tout de suite regardé de captation et j'ai écouté tout l'album et je me suis dit c'est vachement bien, c'est hyper bien produit, c'est super bien chanté. Enfin, et toutes les versions sont, je pense, ont quelque chose d'incroyable et d'intemporel. Et je trouve que c'est aussi ça qui fait la force de ce spectacle maintenant que j'ai découvert dans sa version de 2022, parce que du coup j'avais vraiment rien vu avant de voir celle de 2022 pour pas parasiter mon avis ou faire de comparaison. Et je trouve que ça, même après plus de 40 ans, ça reste toujours autant ancré dans l'actualité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant cet épisode,
mais j'ai trouvé vraiment que ça faisait écho justement à plein de choses qui se passent actuellement dans le monde, et je pense que c'est vraiment ce qui fait la force du spectacle. Donc voilà. C'est exactement Et ça. Je Ouais, retombais non, sur une interview de Plamondon là avec le podcast et j'ai dans mes petites notes comment Plamondon présente Starmania en 78, une tragicomédie musicale dont les chapitres ressemblent étrangement à ceux de l'actualité. C'est exactement ce que tu viens de dire, Florian. C'est exactement ça. Mais du coup, pour rappel, en fait, la première version de Starmania, en tout cas, ça a déjà commencé avec un album qui est sorti en 1978, qui a été présenté, donc du coup, qui a été écrit donc par Luc Plamondon et Michel Berger. Donc, en fait, Luc Plamondon a fait le livret, Michel Berger a écrit tout ce qui est aussi sur la musique. Et donc de cet album a découlé aussi donc la première version de Starmania en 79, qui s'est jouée au Palais des Congrès à partir du 10 avril 1979. Donc du coup avec une mise en scène quand même de Tom O'Organ, donc qui avait travaillé sur Air et Jesus Christ Superstar, et donc avec aussi des chorégraphies de Serge Gubelman, des décors de Bill Stable et des costumes de Randy Barcelo. Donc après on a très peu d'infos sur cette version parce qu'il n'y a pas de captation. En fait on a que l'album comme témoin. Vous, cette première version, qu'est-ce que ça représente pour vous, Chloé? C'est vraiment c'est l'album que j'ai écouté quand j'étais petite, avec voilà des interprètes qui sont devenus par la suite des grandes stars, comme Daniel Balavoine, France Gall qui était déjà connu, et des artistes québécois aussi comme Diane Dufresne, pareil, qui avait déjà une grande carrière au Canada, Fabienne Thibault, etc. Et c'est des voix qu'on a ancrées dans notre mémoire collective et qui représentent Starmania. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, ça, je fais un petit aparté, c'est que des personnes qui ont vu la version de 2022 disent oui, mais je suis restée trop ancrée sur les voix d'avant. Enfin, c'est pas les mêmes voix qu'avant, et ont du mal à se détacher en fait de cette version. Et alors c'est sûr que c'est inscrit dans la mémoire collective, mais on reparlera plus tard de la version de 2022 qui n'a pas à rougir même au niveau de ses interprètes, de celle de 1978. Et il y a des titres qui ont disparu ensuite entre-temps, comme Paranoia, justement, qui a été chanté sur l'album par Michel Berger et qui est revenu en 2022 avec le personnage du gourou marabout, qui avait disparu à partir de 1989. Et des voix, des morceaux, des choses qui sont dans ma mémoire de petite fille et que je réécoute encore aujourd'hui avec plaisir d'ailleurs cette version. Fabrice? L'album de 79, je l'ai découvert très tard, parce que comme je suis encore un bébé, en 79 je n'étais pas né, comme peut-être tous ceux qui participent au podcast. Donc non, mais en fait c'est assez incroyable de se dire qu'une œuvre traverse le temps comme ça, elle nous rattrape, elle nous dépasse, elle nous réunit aussi de génération en génération. Et donc oui, bien sûr, arriver d'abord par les chansons interprétées par les artistes populaires qu'on peut voir à la télé, et ensuite arriver à l'album d'origine et voir que ça vient de là avec la puissance vocale, la précision, et voir qu'en fait finalement ces chansons elles sont tellement bien pensées qu'elles peuvent être réinterprétées à toutes les époques, dans des styles différents, avec des tessitures différentes. Elles gardent toute leur puissance, elles peuvent même expliquer des choses différentes en fonction de leur interprétation. Je trouve que l'œuvre d'origine, et avoir eu ce témoin de créer ça en fin des années 70, c'est quand même assez grandiose de pouvoir se dire que ça traverse comme ça et que finalement l'œuvre elle dépasse vraiment le simple cadre d'un opéra rock. Mais ce premier album, c'est vraiment, c'est demeuré mythique avec tous les interprètes ou presque qui ont participé à l'enregistrement. Avaient chacun leur signature vocale, mais aussi leur personnalité. Donc, c'est vraiment on reconnaît rapidement. On dit ça c'est Daniel Balavoine, ça c'est France Gall, ça c'est Diane Dufresne, Fabienne Thibault. Donc, ils ont immortalisé. Ils ont été les premiers à immortaliser. C'est vrai que ça demeure une référence. Et il y a Claude Dubois qui a enregistré le blues du Businessman, qui a pas ensuite fait le spectacle, mais pour moi, ça demeure toujours, c'est resté associé à lui, ce personnage. Pour pouvoir faire mon numéro, quand l'avion se pose sur la piste,
Et donc voilà, il y a quelque chose de très particulier sur ce tout premier album parce que c'est lui qui a lancé tout avec ce spectacle ensuite. Et c'est une référence, mais ça leur a été les premiers à oser aussi. Souvent, les personnages ont été écrits pour eux, pensés pour ces artistes-là. Alors, c'est très spécial et c'est pour ça qu'il y a un attachement. Je comprends qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à oublier, là, à pas oublier, mais disons à accepter qu'il y a eu d'autres versions parce que ça a été l'original. Mais les autres, franchement, qui ont suivi aussi, ont pas à rougir effectivement par rapport à l'original. Mais moi, c'est vrai que je resterais très attachée. Pour moi, c'est Starmania avant tout, c'est ces interprètes, c'est ces fameux artistes qui ont immortalisé là pour la première fois là ces personnages, toute l'histoire. Donc c'est magique, quoi, c'est mythique. En parlant des personnages, justement, je pense qu'on a aussi oublié de résumer l'histoire de Starmania, parce que ça aussi, c'est important. Oui. Est-ce que quelqu'un veut se lancer potentiellement dans un résumé de Starmania? Je sais que c'est pas évident, mais est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance? Fabrice, alors, peut-être pas un résumé de Starmania. Je vais donner quelques pistes, puis vous essaierez de compléter. Je ne sais pas si on peut résumer Starmania, en fait. C'est dans tout ce que je note, je me rends compte. Alors évidemment, il y a une histoire, il y a un fil conducteur, il y a des personnages qui sont liés, mais il y a tellement de thèmes qui sont abordés. Chaque chanson, c'est peut-être un thème intemporel à défendre. Donc c'est un peu difficile de le résumer. Peut-être que de partir du vrai titre de Starmania, l'histoire autour de Johnny Roquefort, est peut-être pas mal. Donc une histoire d'amour. Avec des anarchistes, voilà. Je veux bien compléter. Je t'en prie. Globalement, en fait, ça se passe dans une ville futuriste. Hein. On est dans une dystopie qui s'appelle Monopolis. Et dans cette ville, en fait, il y a en quelque sorte une lutte des classes, donc avec les pauvres qui vivent en bas, dans des souterrains, et les plus riches qui vivent au-dessus et qui sont vraiment incarnés par Zéro Janvier, qui est un homme politique qui brigue la présidence de l'Occident du haut de sa tour dorée. Et donc, à côté de ça, effectivement, il y a des histoires parallèles qui s'entremêlent. Celle de l'actrice Stella Spotlight, qui va devenir une sorte de faire-valoir, justement, de Zéro Janvier pendant sa campagne. Celle de Marie-Jeanne, qui est serveuse à l'Underground Café et qui voit passer un peu tous les personnages et qui est le fil rouge, le fil conducteur du spectacle parce qu'elle commente ce qu'elle voit et ça reste le personnage qui est toujours droit dans ses bottes du début à la fin. Il y a Ziggy, son meilleur ami, qui a introduit dans la comédie musicale les questions de genre, de par son homosexualité d'ailleurs, en tout cas en France. Et ensuite, il y a aussi donc les fameuses étoiles noires, donc un groupe de terroristes qui sème un peu la terreur dans Monopolis. Avec Sadia. Et avec Sadia et Johnny Roquefort, et qui vont rencontrer au détour de l'émission Starmania justement Crystal. Et voilà, sans en dire trop, Crystal va se retrouver mêlée à eux jusqu'au bout. C'était super bien résumé, en tout cas, parce que je sais pas si j'aurais fait mieux. Bravo, Chloé. Non, mais voilà. J'ai essayé, c'est dur, hein. Mais... Ouais, c'est pas évident, parce que moi, en fait, tu vois, si j'avais résumé Starmania, moi, j'aurais plus dit que c'est des espèces de destins croisés, entre des personnages qui se croisent à certains moments, et comme tu dis, entre le fil rouge chez Marie-Jeanne, donc cette serveuse qui est dans un café, dans les bas-fonds de la ville, et qui, du coup, en fait, voit défiler tout un tas de personnages, et qui vit ce qui se passe à Monopolis, soit avec les événements dans le café, soit à travers son écran de télévision. Et justement, comme tu dis, c'est le seul personnage qui reste droit et qui, au final, est plus touché qu'autre chose par les événements qui se passent dans sa ville. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate.
Et donc du coup, effectivement, comme tu disais, comme on disait, ça touche à plein de thèmes, notamment l'homosexualité. Je pense qui en 79 était pas aussi malheureusement représentée que maintenant. Donc je pense que le personnage de Ziggy a quand même été une petite révolution. On a 0 janvier, je pense qu'il reste aussi un personnage malheureusement qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'on voit de plus en plus souvent en fait, au travers d'hommes politiques ou de gens avec de l'argent. Donc voilà, et aussi Stella, qui est cette actrice sur le déclin en fait, quand on écoute sa chanson, a juste envie d'en finir avec la vie et qui est déprimée et qui veut juste en fait partir. Fabrice, t'as quelque chose à dire? Je rebondis en fait sur ce que tu dis. Ça me fait penser que la difficulté qu'on a à éventuellement résumer l'histoire, c'est aussi ce qui peut dérouter un certain public. Je sais pas les échanges que vous avez pu avoir, mais moi il y a des gens qui m'ont dit on a aimé, mais on n'a pas forcément compris ce qu'on a vu. Et je tiens à dire qu'en fait c'est volontaire, c'est une volonté de Plamondon et des auteurs. Ils ont voulu créer quelque chose de très complexe qu'il faut voir plusieurs fois, de nombreuses fois, pour s'en imprégner, pour comprendre tous les liens, les intrications, les subtilités, et pour vraiment l'apprécier, pour être transporté par l'œuvre. Je cite, 0 janvier, c'est quelque chose entre Hitler et Carter. Je trouve ça fantastique. Plamondon 78, voilà, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que tu retrouves vraiment ce truc-là chez 0 janvier qui est à la limite de la dictature en fait. Parce que quand on écoute justement son programme électoral, parce que du coup le personnage de 0 janvier, comme disait Chloé, brigue la présidence de l'Occident, parce que du coup dans le Starmania, enfin à Monopolis, je crois que c'est tous les pays de l'Occident qui sont réunis sous une seule et même bannière, si je dis pas de bêtises. Et du coup qui aurait la domination quasi mondiale si il arrive au pouvoir. Et quand on regarde son personnage, effectivement, la comparaison avec Hitler est vraiment pas déconnante, quoi. Non, tout à fait. Puis en plus, je sais même pas si c'est vraiment une transposition de notre monde réel réuni sous une seule bannière d'Occident, ou si c'est un monde qui ressemblerait au nôtre, un peu rêvé, où vraiment on exacerbe les contraires et tout ce qui s'oppose entre les richesses et la pauvreté. Mais c'est justement, finalement, il y a plein de lectures. Chacun le recevra un petit peu avec sa sensibilité. Et c'est comme un grand tableau. Ça parle à des niveaux différents, à des personnes différentes, mais ça peut fédérer beaucoup de monde. Puis c'est surtout que par rapport au nombre de versions qu'il y a eu, chaque version retire, en tout cas montre ce qu'elle a bien envie de montrer sur les thèmes du spectacle. Évidemment, Starmania, c'est un spectacle qui a évolué à travers le temps et qui a beaucoup changé. Je pense notamment en fait à la chanson Sex Shop Cinéma Porno qui est chantée par Stella Spotlight. Sex shop, cinéma porno, je marche en rasant les murs, dans une ruelle obscure, j'ai un sang de main sur ma peau, des ombres dans mon dos, au secours je cours vers ma voiture. Et qui reflète complètement cette espèce de lutte des classes où en fait dans les bas-fonds c'est comme dit Johnny Roquefort, donc quand on arrive en ville c'est vraiment c'est pauvre, c'est en fait le contraste avec 0 janvier qui lui comme disait Chloé est dans sa tour dorée et qui voit pas les petits problèmes en fait de la population, c'est-à-dire quand lui il a la belle vie et que son seul objectif c'est d'asseoir sa domination sur l'Occident. Et c'est ça que je trouve intéressant, et du coup d'opposer ces personnages avec des personnages comme Johnny Roquefort et Sadia qui veulent juste potentiellement casser ce modèle-là politique. C'est pour ça, je pense que c'est ce qui fait cette œuvre intemporelle, en fait, ce qui rend cette œuvre intemporelle. Complètement. Et on parlait d'Hitler, tout ça, enfin voilà, des personnages qu'avait cité à l'époque Luc Plamondon, mais maintenant le personnage de 0 janvier en rappelle bien d'autres qui sont venus après. Voilà, c'est malheureusement, quand même, oui. Exactement. Donc, ah oui, non, mais clairement. C'est ça. Moi, ça m'a rappelé limite Trump et Bolsonaro en fait dans la façon d'interprétation et dans les discours.
Et c'est là qu'on se dit que ben, c'est plus actuel que jamais et que la version de 2022 arrive peut-être au bon moment aussi. Tout à fait. Exactement. Ça parle d'éco-terrorisme, enfin ça parle de vraiment les sujets qui sont là devant nous depuis les 3 derniers mois. C'est criant d'actualité. C'est criant d'actualité et de vérité. Ça a passé les époques, mais à chaque époque, on peut s'identifier. Et c'est pour ça, je pense que les thèmes dépassent l'histoire, en fait. Quoique l'histoire, elle est intéressante et très intrigante, mais les thèmes, tous les thèmes, toutes les idées qui sont dans Starmania, ça dépasse vraiment une simple histoire. Et c'est pour ça aussi que je crois que les gens sont beaucoup intéressés aux chansons sans voir le spectacle, parce que les chansons racontent chacune un petit bout de ces thèmes, quoi. C'est ça qui est bien. Oui, puis surtout, bon après, on va revenir un peu à la version de 79. Du coup, alors bon, je vous ai envoyé un document en amont de ce podcast. Malheureusement, je vous ai donné la réponse dans les infos à retenir. Mais est-ce que vous savez combien de temps ça a été juste joué au casino, enfin au Palais des Congrès, au casino de Paris, non, Oui. Palais des Congrès. 33 séances, je pense. 33 représentations, quelque chose comme ça, non? C'est resté que 4 semaines, en fait, à l'affiche du Palais des Congrès. Ça a vraiment pas duré très longtemps. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu de captation. C'est que ça n'a pas resté très longtemps. Et est-ce qu'on avait aussi les moyens de faire une captation à l'époque? Je suis pas sûr. En tout cas, peut-être dans les archives. Je ne sais pas. Mais non, cette version, en fait, elle n'a pas été jouée très longtemps. Et de ce que j'ai pu lire, en fait, à droite à gauche, il paraît que Plamondon et Berger n'étaient pas hyper contents, justement, que le spectacle quitte l'affiche, parce que du coup, il est pas parti en tournée. Et du coup, il a été, du coup, réadapté ensuite, notamment en 80 au Québec, pays natal de Luc Plamondon. Il a été joué à la Comédie Nationale de Montréal, et cette fois-ci avec une mise en scène d'Olivier Reichenbach. Mais je connais pas bien cette version-là, en fait, à part le fait qu'il y avait Martine Sinclair, mais c'est vraiment, si on en revient à Martine Sinclair, que j'aime beaucoup, elle a été révélée, elle avait seulement 17 ans dans Starmania, donc ça l'a vraiment lancé sa carrière pour elle. Et si je peux juste compléter aussi pour qu'est-ce qui est fascinant, qu'il n'y ait pas de captation justement de la toute première version, ça ajoute au mystère, au fait que ça soit mythique. Et je pense qu'ils auraient pu continuer. En effet, c'est juste parce qu'il y avait le Bolchoï qui était programmé, si j'ai bien compris, juste après. C'est ça, ouais. Et c'était une autre organisation à l'époque, donc ils avaient pas le choix de quitter les lieux. Mais pour la version de 80, en fait. Oui, ça a eu un très bel accueil au Québec. Ça a lancé aussi le phénomène vraiment parce que c'était joué là, au Québec avec des artistes québécois uniquement, je crois, dans ce cas-là. Si je me trompe pas, parce que souvent il y a la version... Mais en France, c'est encore mieux parce que c'était, à chaque fois en France, il y avait un mélange entre le Québec et la France et c'est la base de Starmania avec Plamondon, Berger aussi déjà dans la création. Ce mix originel de la toute première version de 79, oui. Ouais, c'est ça, parce que du coup, dans 79, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du casting. Enfin, on l'a évoqué très rapidement quand on a parlé de Fabienne Thibault, Diane Dufresne, mais aussi on avait quand même Daniel Balavoine qui a lancé en fait sa carrière avec Starmania. Je pense qu'on le sait, tout le monde ne le sait pas, mais on avait aussi France Gall qui jouait le rôle de Cristal, donc qui elle, je pense, a quand même contribué aussi au succès du spectacle, parce que je crois qu'elle était déjà connue à l'époque, il me semble. Ouais. Donc du coup qui a pu attirer effectivement un public qui aurait pas qui serait pas allé voir le spectacle, je pense. Oui, je pense qu'à l'époque, en fait, au tout début, ils voulaient pas qu'il y ait de stars dans Starmania, justement, mais de fil en aiguille, comme France Gall était la conjointe de Michel Berger, bon, les producteurs peut-être aussi exigeaient une vedette. Luc Plamondon a dit, bon, mais moi aussi, je vais mettre ma vedette, Diane Dufresne, pour laquelle il écrivait des chansons. Et donc, c'est Daniel Balavoine, je crois qu'il avait déjà son succès, le chanteur, qui était sur... Je ne vais pas me mélanger dans les dates, mais il commençait lui aussi, mais ça l'a vraiment lancé. Et ça l'a révélé ensuite, bien sûr, Fabienne Thibault. Et voilà, donc, mais il y avait toute une guerre d'ego, hein. L'ego est abordé dans Starmania, hein, l'ego trip et compagnie, la quête toujours de lumière. Mais il y avait aussi une guerre d'ego entre ces premiers artistes, là, les Québécois, les Français avaient d'autres façons de voir le jeu, le chant et compagnie. Donc, ça a créé des petites frictions
Fabienne Thibault raconte dans son ouvrage Mon Starmania. Donc ça, c'est assez rigolo là. Aujourd'hui, on trouve ça rigolo, mais à l'époque, j'imagine, c'était pas si évident entre eux là, les frictions. C'était surtout entre les artistes français et les artistes québécois. Qui n'avaient pas la même façon de chanter et d'appréhender ce qu'était un spectacle musical. Et oui, il y a la guerre d'ego se poursuivait en coulisses après le spectacle. Et justement, Fabienne Thibault, dans son livre, raconte qu'un jour, il y a eu une altercation entre Diane Dufresne et Daniel Balavoine sur la façon de chanter, justement, et que Daniel Balavoine ensuite était en pleurs dans les coulisses. Et oui, j'imagine que ça n'a pas dû être facile, mais non, ça contribue au mythe. Et oui, pourtant Daniel Balavoine a tellement une voix extraordinaire. Alors, c'était, je pense, des fois juste des petites choses entre artistes qui et Fabienne Thibault qui arrivait au milieu de tout ça, qui elle venait d'une vie plutôt simple. Elle débarquait dans le milieu, puis devait faire face avec ses égaux. France Gall, qui était quand même la femme de Michel Berger, je pense qu'il voulait être un petit peu à part aussi dans les répétitions, qui avait un petit peu ses caprices de star. Diane Dufresne aussi, flamboyante, qui prend sa place. Donc, ça devait pas être évident pour tout le monde et non plus pour le metteur en scène, pour toute l'équipe de création de devoir encadrer tous ces artistes-là. Mais au final, ça a donné vraiment un très beau résultat de les voir réunis sur scène. Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur la version 79. On va quand même clôturer le chapitre parce que c'est impossible, je pense, de ne pas écouter un extrait au moins d'une chanson culte. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. Alors du coup, on va revenir sur la version de 80 aussi, parce que du coup, il y avait une petite subtilité dans la version de 80 qui est présente sur l'album, mais qui n'a pas été réutilisée pour les autres versions. Est-ce que vous saurez trouver ce que c'est ? Je connais pas assez la version 80. C'est un personnage qui n'a pas été. Ah, c'est pas l'extraterrestre, le final. Si, c'est l'extraterrestre. Bravo Fabrice. Ah, d'accord. Parce que du coup, il y avait une autre fin qui était prévue pour Starmania. Alors, je pense qu'on peut, je ne sais pas si on spoil du coup ou pas la fin de Starmania, mais on peut raconter la fin d'Extraterrestre, oui, parce on peut raconter la fin de l'Extraterrestre parce qu'en fait, à la fin du spectacle, ce qui était prévu, c'est qu'il y a un extraterrestre qui vienne sur Terre et qui n'a pas très envie de venir, en gros, mais que ils sont un peu entretués et autres pour rien et que malheureusement, ça va continuer encore et encore. Donc du coup, je pense que c'est la seule fois dans toutes les versions de Starmania qu'on a eu le personnage de l'extraterrestre qui était joué par Francis Martin, donc dans la version de 80. Et on le reverra plus. Voici venu l'instant précis où les galaxies se rencontrent dans le temps. Habitants de la planète Terre, vous n'êtes pas seuls dans le monde. À 100 millions d'années-lumière, nous avons su capter vos ondes. On a eu pas mal aussi, on en parlait tout à l'heure, mais de personnages qui ont disparu, qui ont été totalement réécrits, notamment le Gourou Marabout, en fait, qui était dans la première version et qui servait d'adversaire à 0 janvier. Qui, comme on disait, 0 janvier, en fait, c'est plus à la limite de la dictature. Donc, c'est un programme pour le nucléaire, pour fermer les frontières et autres. Donc, effectivement, on retrouve du Hitler, du Trump, tout ce qu'on veut. Et du coup, le Gourou Marabout, c'était lui, du coup, se présente face à 0 janvier aux élections et lui, il prône quelque chose de retour au naturel, très vert, très nature. Donc voilà. Qui revient, personnage du gourou, du coup, qui revient dans la version de 2022. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais on en a déjà parlé avec la chanson Paranoia. Du coup, la version québécoise, donc, du coup, de 80. Et après, on a une reprise du spectacle au Canada. Donc, entre 86 et 87. Et avec une mise en scène de Claude Gérard. Et du coup, on retrouve pas mal d'artistes après qui sont revenus assez, souvent sur Starmania. On avait notamment les frères Grou. Donc, Norman et Richard, qui jouaient respectivement 0 janvier et Johnny Roquefort. On avait Marc Gabriel en Roger Roger. On n'en a pas parlé de ça aussi, Roger Roger, mais qui a évolué aussi
au fil du spectacle, ce qui passe de présentateur télé à, dans la version de 2022, une intelligence artificielle. Et du coup, donc on avait Marie-Carmen en Marie-Jeanne, Maude Grenier en Sadia, Anne Bisson en Cristal, Jean Leloup en Ziggy et Marie-Denise Pelletier en Stella Spotlight. J'ai très peu d'infos sur cette version. Mais ce que je peux dire, moi, pour compléter, bien, c'est que c'est des noms qui sont restés après, que ça a bien lancé ou assis leur carrière. Marie-Denise Pelletier, Marie-Carmen, ça demeure des chanteuses bien aimées, bien connues au Québec, qui ont continué leur carrière. Et effectivement, c'est très intéressant, les frères Groux, les fameux frères Groux, Normand et Richard, parce qu'ils ont joué dans 3 productions quand même. Production du Canada en 86 et ensuite à Paris en 88 et après à la fin des années 90 encore à Paris et toujours les rôles de Johnny Roquefort et de 0 janvier. Alors c'est assez incroyable de reprendre aussi son rôle comme ça. C'est formidable. Et les 2 frères aussi, les 2 frères qui étaient particulièrement doués là pour se retrouver les 2 dans Starmania, mais les 2 dans des personnages quand même assez différents. Aux antipodes l'un de l'autre, hein, parce que comme on disait, c'est Johnny Roquefort, c'est vraiment le rebelle, et 0 janvier, voilà, c'est vraiment le personnage. Donc, mais c'est vrai que c'est assez marrant en fait, parce que moi quand je l'avais lu, j'y croyais pas. J'ai vu le même nom de famille, je me suis demandé effectivement, comme tu disais, Nathalie, c'est vraiment les 2 frères, donc du coup, assez incroyable quand même comme coïncidence. Donc, après cette version-là, évidemment, Starmania est revenu en France. Donc en 88, comme tu disais Nathalie, donc a joué au Théâtre de Paris, au Théâtre Marigny. Et notamment au casting, on avait Morane, puis Réjeanne Perry qui jouait le rôle de Marie-Jeanne. On en reparlera d'ailleurs de Morane, parce que c'est vrai que le rôle lui a quand même été très lourd à porter pour elle. On avait Sabrina Laurie en Stella Spotlight, donc on retrouve Norman Groux et Renaud Anston en Johnny Roquefort. On a eu Martine Sinclair et Nathalie Lermite sur Cristal, Venta et Bruna Giraldi en Sadia, Richard Groux et Michel Pascal en 0 janvier, et on avait Luc Lafitte et Jean-Jacques Fautou sur Roger Roger. Enfin, la seconde version est très différente quand même en tout cas de la version de 79, parce que évidemment nouveau casting, qui a plusieurs arrangements musicaux qui ont été modifiés, donc toujours sur une mise en scène de Michel Berger et Luc Plamondon. Donc là par contre on avait une captation. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, et qu'est-ce que vous pensez effectivement de la musique en fait, et des réarrangements musicaux qui ont été faits pour cette version? Alors, on a juste oublié en Ziggy, Renaud Hanson. Oui, pardon. Non, je crois que je l'ai dit. Ah non, Renaud Anston, oui, pardon. Vous voyez, excuse-moi. Ouais. Et Solal ensuite en Ziggy. En Ziggy, oui. C'est une version en fait qui a été pas mal raccourcie par rapport à la première et même à celles qui se sont jouées au Canada. Ensuite, le but était de la rendre un peu plus efficace, un peu plus lisible. Et cette version-là, moi c'est celle que je connais sur scène, parce que c'était effectivement la seule captation qu'on a pu voir avant le retour en 2022. Enfin, en tout cas moi que j'ai vue, parce qu'ensuite il y a eu la version dont on parlera plus tard à Mogador. Non, mais alors quand on la regarde encore aujourd'hui, cette version, elle a un peu vieilli. Au niveau de la captation, de la manière dont c'est filmé. Alors il y a la fameuse caméra à neutrons de Cristal, moi qui me faisait rire quand je regardais, mais qui revient en 2022. On en parle de la caméra à neutrons, ce qui est assez drôle. Et voilà, et les interprètes étaient tous assez extraordinaires dans cette version-là, je trouve. Même si sur la captation, c'est donc Réjeanne Perry effectivement qu'on voit en Morane, parce que en Marie-Jeanne, parce que Morane était déjà partie. C'est donc là pareil, il y a des personnages qui ont disparu, donc celle du gourou marabout. On ne parle plus d'extraterrestres non plus, et on revient un petit peu au basique. Les arrangements sonnent très années 80, mais toujours quand même avec cette c'est des chansons qui malgré les arrangements restent toujours assez intemporelles, mais voilà, ça a un peu vieilli quand même, hein, il faut l'admettre aujourd'hui. Mais moi aussi, c'est la version, bien sûr, que j'ai le plus d'images en ayant vu la captation. Donc, pour moi, c'est beaucoup Starmania, c'est associé. Bon, j'ai les voix des artistes originaux, mais c'est cette version-là à laquelle je pense en premier quand je pense à Starmania. Et je trouve que ça collait vraiment à la peau de cette décennie. Sinon, il y avait, pour moi, les années 80, c'est la légèreté, il y a une genre de fraîcheur, d'innocence encore, et on dirait qu'on le voit beaucoup chez les artistes, on le voit dans les coiffures, bien sûr, des années 80, tout ça, mais
il y a ça, cette fraîcheur-là, je sais pas, qui émane de ces vieilles images qui sont oui, c'est très vieillot de regarder ça maintenant, mais comme avec les lumières bleutées, ça fait très spectacle de rockstar des fois, qu'on pouvait voir à l'époque. Donc il y a quelque chose de touchant. De naïf. Pourtant, les thèmes, bien sûr, c'est toujours des thèmes très profonds, très lourds même. Mais il y a quelque chose de très naïf dans cette version-là, je veux dire, visuellement, de très touchant. Et voilà, Martine Sinclair qui reprend son rôle et que pour moi, c'est vraiment la Cristal, plus que France Gall. Donc, bien sûr, France Gall, c'était extraordinaire, sa performance, mais quand j'associe, quand je pense à Cristal, je pense à cette version de Starmania avec Monopolis, la voix justement cristalline, on pourrait dire, de Martine Sinclair et des duos formidables. Encore, ils ont réussi faire oublier par exemple Fabienne Thibault par Morane, ensuite Réjeanne Perry. Ça donne un autre regard au personnage, à l'œuvre. Et voilà, donc c'est vraiment resté une version mythique de référence et on a la chance d'avoir la captation, c'est ça qui est merveilleux. New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes. Alors, c'est clairement pas ma version préférée. Désolé. Mais oui, c'est une version qui a un peu vieilli. Je vous rejoins. Après, elle a le mérite d'exister, d'être là. J'aime aussi l'évolution qu'on commence à voir sur les personnages. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais c'est l'évolution du personnage de Johnny Roquefort qui, je sais pas comment vous le voyez, mais selon les versions, il est vraiment terroriste extrémiste. Je trouve sur la dernière version, on revient sur un adolescent un peu perdu, un peu paumé, amoureux. Alors je sais, voilà, s'il y a des gens que ça va peut-être dérouter, ça dépend de l'idée qu'on s'en fait. Mais justement, je trouve que c'est bien que ces versions existent et finalement avec des personnages qui ont toujours les mêmes chansons, on leur fait faire des choses totalement différentes qui collent plus ou moins à l'époque à laquelle c'est joué. Je trouve ça assez incroyable. Et puis bon, toujours des grandes voix, des artistes qui sont révélés. En fait, chaque fois qu'on écoute une version différente, on a l'impression de redécouvrir un nouveau spectacle et d'en tomber amoureux à chaque fois. Donc, même si c'est pas ma version préférée, des fois, je m'aventure un peu sur les chemins de cette version et puis voilà, comme dans toutes les versions. Et je pense que vous aussi, en fait, il faudrait prendre quelques chansons de chaque version pour en faire la version ultime avec l'interprète sur telle chanson, la note sur telle chanson, pour en faire le mélange magique et exceptionnel qui restera au-delà de nous. Après, pour reparler de cette version, elle a été remontée aussi parce que il y avait une volonté aussi de Berger et Plamondon qui a voulu gommer en fait l'aspect mièvre. En tout cas, c'est ce qui se disait de la première version. Eux, il y avait eu beaucoup de critiques comme quoi la première version était une histoire très mièvre, était très très cucul à praline. Et du coup, en fait, avec cette version, c'était la volonté de Plamondon et Berger de revenir à quelque chose d'un peu plus dur et de montrer tous les thèmes qu'on a déjà abordés. Mais et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Morane, dont on parlait tout à l'heure, a pas supporté de tenir le rôle de Marie-Jeanne. Morane est partie à un certain moment donné pendant les nombreuses représentations qu'il y a eu de cette version,
parce que elle trouvait vraiment le rôle trop lourd à porter et que c'était très déprimant en fait de jouer Marie-Jeanne et de chanter Le Monde des Stones, qui est déjà une chanson qui est pas évidente à chanter en plus. Prendre justement ce personnage qui effectivement se prend beaucoup de choses sur la fin du spectacle notamment, ça a été très éprouvant pour Morane. Et on va écouter d'ailleurs un extrait de sa version du Monde des Stones. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. Et c'est vrai que cette version de Morane, moi c'est vrai que du coup j'ai pas donné mon avis sur cette version-là. C'est vrai que moi c'est pareil un des albums que j'ai plus écouté, en tout cas de cette version-là. Et c'est vrai que je trouve, alors je déteste faire des comparaisons, mais c'est vrai que par rapport à la version de Fabienne Thibault, je trouve qu'il y a une sensibilité dans la voix de Morane qui se ressent énormément avec cette voix rauque en fait qu'a Morane, qui est assez particulière et qui plaît pas à tout le monde. Et je trouve qu'elle dégage des émotions qui mettent parfois la larme à l'œil, notamment. Et c'est pour ça que moi, quand je vois la captation, la première fois que je l'ai vue, j'ai été assez touché par en tout cas, c'est dommage que ce soit pas elle, mais même Réjeanne Péril montre très bien cette espèce de sensibilité de Marie-Jeanne, où c'est un personnage qui prend énormément sur la fin du spectacle, malheureusement, et qui chante juste cette chanson qui a limite un aveu d'échec de pas avoir pu faire plus et de voir que le monde va mal. Et je trouve ça très beau. En fait. Mais c'est magnifique et on peut, même si on l'a écouté 1 million de fois, comment faire pour ne pas être ému quand on la réentend, surtout avec la voix de Morane, effectivement. Et c'est une chanson à laquelle on peut tous s'identifier, à laquelle on sent notre impuissance, on sent par rapport aux événements du monde, ça vient nous chercher profondément. Et ce personnage est particulièrement troublant, de toute façon, de Marie-Jeanne, qui, comme je dis, on s'identifie, on a de la compassion, en même temps, on sent que ça représente beaucoup dans Starmania comme qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde, voilà, donc c'est assez troublant, oui. Et c'est pas à écouter quand on va mal, parce que je peux comprendre que Morane a eu de la difficulté à interpréter ce personnage-là, parce que c'est des chansons vraiment que ça te fait vivre beaucoup d'émotions. Ouais, puis les paroles sont dures quand même, parce qu'on parle d'un personnage qui dit j'ai plus envie de me battre, je voudrais seulement dormir. En fait, c'est presque pour moi, c'est un aveu d'échec de pas avoir pu faire plus, comme je disais, et presque j'ai plus du tout envie de vivre dans ce monde-là, donc je préférerais mourir plutôt que de vivre ce que je suis en train de vivre actuellement et ce qui se passe dans le monde. Donc c'est vrai que c'est ça qui rend le rôle, je pense, très dur à tenir, parce que c'est quand même des paroles qui sont très très dures, qui sont très bien écrites, mais qui sont très dures, je pense, à interpréter, surtout pour l'interprète du rôle de Marie-Jeanne. Donc je peux comprendre, comme tu dis, Nathalie, que Morane en fait n'ait pas pu aller jusqu'au bout, parce que je pense que psychologiquement ça doit être quand même compliqué tous les soirs de tenir ce rôle-là. Starmania, c'est pas joyeux de toute façon. Non, s'il y en a qui pensent qu'ils vont voir un divertissement, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est divertissant, mais ce n'est pas joyeux. Disons que le premier acte te montre pas vraiment ça. Enfin, le premier acte, je le trouve quand même plus. Alors c'est dramatique, hein, tout ce qui se passe à Monopolis, mais je trouve effectivement qu'il y a cette mise en place dans le premier acte où tu ressens quand même oui, il y a un espoir. Voilà, il y a quand même un espoir, parce que il y a cette histoire d'amour en fait qui vient se greffer entre Johnny Roquefort et Crystal. Donc tu y crois, et c'est vrai que le deuxième acte en fait est un tunnel, je pense, d'émotions fortes et de dramaturgie qui se termine sur un point culminant en Naziland, donc la boîte de nuit dans la tour de 0 janvier, où malheureusement certains des personnages perdent la vie, et où les quelques personnages qui restent, dont Marie-Jeanne, ne peuvent rien faire de plus.
Si vous n'aviez jamais vu, vous venez d'être spoilé. Il y a prescription, ça fait 40. Oui, on considère qu'au bout d'un moment, vous avez peut-être eu quelques De toute façon, il fallait qu'on revienne sur les différences, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions dans la mort justement de certains personnages. On en reparlera un peu plus tard, notamment pour parler de la version de 2022, parce que du coup, il y a plein de symboliques en fait sur cette fin, et dépendant de comment elle est agencée, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, donc pour la version de 88. Mais du coup, après celle-là, il y a eu la version dont parlait Chloé tout à l'heure. Il y a eu la version au Théâtre Mogador qui s'est tenue à partir de 1993. Donc notamment avec pas mal d'interprètes. Donc en Marie-Jeanne, on a notamment pu retrouver Isabelle Boulay entre 95 et 97. 0 janvier, on retrouve Richard Groult, donc qui a joué le rôle entre 97 et 99. Johnny Roquefort, on a eu 2 interprètes quand même notables. On a eu Bruno Pelletier, donc que je pense beaucoup de gens connaissent parce que Notre-Dame de Paris aussi. Donc de 93 à 95, et on a eu un acteur de Cindy Cendrillon 2002. On a eu Franck Cherbourne qui a joué le rôle de 99 à 2001, donc c'est vraiment le grand écart. Donc on a eu aussi Judith Bérard, pareil, qu'on a retrouvé dans son Cindy, donc de 93 à 96, qui jouait Cristal. On a eu Ziggy, qui a été joué aussi par Franck Cherbourne, et Andy Koch, qu'on retrouve actuellement chez les producteurs de Mel Brooks, mise en scène par Alexis Michalik. Et on a eu Patsy Galante aussi, qui a tenu quasiment sur l'intégralité des représentations. Elle a tenu de 1993 à 2001, donc qui était La Palma dans Cindy Cendrillon 2002. Donc si vous voulez qu'on en parle un peu plus, vous avez notre épisode précédent, si vous voulez qu'on parle de Cindy. Donc voilà, qui était Stella Spotlight. Et du coup, c'était sur une mise en scène de Lewis Furley. Et il y avait une petite particularité aussi sur ce spectacle, c'est qu'en fait, il y avait des représentations totalement en anglais, parce qu'il y avait une volonté de vendre le spectacle à l'international. Donc du coup, est-ce que Chloé, je pense que tu disais que tu voulais en parler tout à l'heure, vas-y, tu as la parole. Alors moi, je ne connais pas cette version, je n'ai jamais vu ni captation et je ne l'ai pas vue sur scène, mais par contre, j'ai vu des images qui m'ont laissé vraiment perplexe. C'est-à-dire, c'était une vision très très futuriste. Enfin, l'histoire de Starmania déjà se passe dans le futur, mais alors là, c'est limite de la science-fiction, et j'ai été très perturbée par les costumes, les décors et les manières d'interpréter dans les extraits que j'ai vus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette version de Lewis Furley, France Gall l'avait vue et elle a été hors d'elle. C'est-à-dire que c'était pas du tout. Enfin, pour elle, on n'avait pas respecté l'esprit du spectacle, et en fait, c'est suite à ça qu'elle a refusé de donner les droits. Et c'est pour ça qu'on a attendu si longtemps ensuite avant de pouvoir revoir une version de Starmania sur scène. C'est que ça avait énormément déplu à France Gall, et je peux la comprendre, parce que alors je pense que il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, ce que j'en ai vu de cette version, ça m'a laissé un peu perplexe. Je t'avoue que j'ai pas du tout vu d'image ou de vidéo de cette version. Je serais très curieux d'en voir du coup, parce que vu ce que t'en dis, ça a l'air quand même d'être assez pas mal. Enfin, ça a l'air d'être pas mal. C'est incroyable. C'est une vision. Ça ne ressemble à rien. Alors je ne sais pas par quel point aborder ce spectacle. Moi, dans mes notes, j'ai noté WTF. Voilà. Donc non, c'est vraiment très différent des autres versions. Alors moi j'ai noté vraiment un côté extrêmement rock. Là, on est même plus sur de l'opéra rock, on est presque sur du hard rock, du concert, vraiment sur du trash. Que ce soit au niveau des décors, au niveau des interprétations, c'est quand même très puissant. Il y a beaucoup d'arrangements musicaux assez hard rock aussi. Les coiffures, alors n'en parlons pas. Là, c'est ou futuriste ou très 1789, mais dans un monde parallèle, site Alpha, Terre 133. Enfin voilà. C'est une proposition, c'est une interprétation qui, alors je peux pas dire que c'est une version que j'adore, c'est plutôt comme un plaisir coupable. J'aime la regarder, mais j'aime pas forcément le dire, mais il y a quand même des choses qui sont très accrochantes. Il y a des versions, il y a des moments de musique qui sont très très beaux. Après, il y a des moments, clairement, ils chantent les uns sur les autres. Enfin, je sais plus vraiment ce qu'ils veulent faire, mais je vous le conseille quand même, vraiment à regarder. Après, il y a beaucoup de transitions musicales où en fait il y a des fins de chansons
qui s'enchaînent avec des débuts d'autres chansons et ils chantent les uns sur les autres. Les couplets sont imbriqués les uns dans les autres. Voilà. Donc c'est assez original. Ça, apparemment, ça avait pas été fait avant et c'est pas l'angle qui a été pris sur la version 2022. Et surtout de ce que j'ai pu voir, c'est quand même une version qui est partie en tournée dans toute la France, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça s'est joué à Mogador pendant un temps et après c'est parti en tournée. Et elle a duré très longtemps cette version, donc. Oui, c'est ça, parce que du coup moi j'ai des dates jusqu'à quasiment 2001 en fait, donc. Après, donc je pense que ça a quasiment duré 10 ans en fait. Ouais, on a eu si c'était. On s'approchait vraiment de l'an 2000 avec voilà le boom de l'informatique. Le 0 janvier qui était pas le 0 janvier, le Roger pardon, qui était une espèce de machine qui faisait une sorte de robot qui faisait bip 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 les informations. Voilà. Donc vive la version 2022, la voix intelligence artificielle en mode Avengers, qui est quand même beaucoup plus acceptable à mon sens. Voilà. Ouais, mais après, je pense que les années 90 ont pas dû faire du bien à Starmania de ce que vous m'en dites, parce que ça me donne très peu envie. J'irai par curiosité, ouais. Je pense, mais. C'est vraiment ancré dans l'époque 90, hein. Vraiment, ça, c'est, Et je pense qu'il y a aussi ce truc, oui, où Starmania, on fait aussi le reflet de l'époque dans laquelle elle est mise en scène. C'est vrai que quand on voit les images, il y en a très peu de la version de 79, mais c'est vraiment très kitsch, comme les années 70, c'est-à-dire que c'était des costumes à paillettes. Enfin, moi, quand j'ai vu les quelques images du coup qu'on a pu avoir, franchement, j'avais l'impression de voir des costumes qui auraient eu leur place dans un concert de ABBA, par exemple. C'est très pailleté, c'est très coloré. Alors du coup, effectivement, c'est une version futuriste un peu, un peu colorée. La version au Théâtre Marigny, c'était effectivement un peu plus organique, on va dire. Donc non, je pense que c'est vraiment le reflet de son époque à chaque fois et de l'époque où où la pièce est mise en scène. Et je pense même qu'il y a de l'expérimental pour Notre-Dame de Paris. Ça, c'est quand je revoyais des captations. Il y a un moment avec Stella Spotlight, c'est à mon avis une expérimentation pour faire le supplice de Garou, de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Où elle est sur la roue, elle est suspendue pareil un peu dans les airs, voilà. D'accord. Il y a un moment comme ça qui m'a un peu marqué, voilà. Donc vraiment falloir que j'aille voir cette version. Mais rien que cette version en fait nécessiterait un podcast pour la décrypter et pour essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont voulu proposer. C'est vraiment assez éloigné des autres versions. Mais du coup, on parlait tout à l'heure justement, de la volonté d'exporter le spectacle à l'étranger. Il y a quand même eu un rayonnement de Starmania à l'étranger parce que du coup, il y a beaucoup d'artistes qui ont repris les chansons de Starmania. Je pense notamment à Céline Dion qui avait repris Ziggy et beaucoup de chansons justement sur un album quasiment entièrement consacré aux chansons de Luc Plamondon. Je pense aussi à la version de Cyndi Lauper aussi du Monde des Stones et non pas Cindy Crawford comme j'ai pu le dire précédemment. Voilà, c'était en off. On a eu aussi Peter Kingsbury qui avait repris SOS d'Intérieur en détresse, qui est aussi une chanson culte du spectacle dont on n'a pas encore parlé. On a un extrait de cette version et on vous la met tout de suite. This is too high a price to pay. Now they're taking you away. Might as well take me down to hell, for I don't care. They can put me anywhere. Throw away the key. C'est pour ça, vous, qu'est-ce que vous en pensez sur le rayonnement international? Est-ce que ça vous surprend? Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les chansons sont tellement intemporelles et parlent à beaucoup de gens. Est-ce que ça vous étonne ou est-ce que au contraire vous trouvez ça totalement logique? C'est logique, mais après ça devient complètement autre chose. Effectivement, la chanson, déjà, elle est sortie du spectacle, et il y a toujours l'aspect commercial. On a l'impression de dire on va prendre une chanson qui fonctionne bien, puis on va la faire connaître en anglais à l'international pour encaisser là, pour que ça ait un succès. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, c'est pas désagréable à écouter en anglais, mais ça devient autre chose. Donc, avec cette pièce-là en question, après, si on prend le Monde des Stones,
The World is Stone, chanté par Cyndi Lauper, que j'aime beaucoup, mais encore une fois, là, c'est une version qui est accélérée. J'ai l'impression que le rythme est beaucoup plus accéléré que la version originale en français. Les mots sont pas aussi poignants en anglais. Autant j'ai la difficulté parfois avec des œuvres qui sont adaptées en français, autant là, le contraire, on dirait que ça fonctionne moins. C'est autre chose. Pour moi, ça me touche moins, bien entendu. Et par contre, est-ce que vraiment, après, oui, ça donne un rayonnement international, mais est-ce que les gens vont... Oui, ça se peut. Je connais des anglophones qui s'intéressent à Starmania. Sûrement peut-être qu'ils l'ont découvert par ce biais-là. Donc, si ça donne une porte d'entrée pour découvrir l'œuvre originale, tant mieux. Mais après, il y a l'aspect commercial, je pense avant tout que c'était surtout pour l'aspect commercial. Mais bon, ça remplace pas la chanson en français. Ah, mais comme tu disais sur la version de Cyndi Lauper, justement, c'est vrai que le tempo est accéléré et ça devient limite une œuvre plus pop, enfin vraiment qui est faite plus pour de la radio et ça se sent. Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup tu sors un peu. Alors les chansons de Starmania sorties de leur contexte fonctionnent en elles-mêmes, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que du coup c'est des thèmes qui touchent tout le monde. Mais pour le coup, c'est vrai que là, d'en faire un objet un peu pop et commercial, je trouve que tu perds du message de l'œuvre qui critique un peu ce star system. Donc, justement, oui, c'est paradoxal, oui. C'est ça. Donc c'est vrai que moi ça m'a surpris justement qu'on ait effectivement toutes ces versions. Notamment, je pense à Céline Dion aussi qui a repris Ziggy. Alors je sais que Chloé, toi, je me suis fait taper sur les doigts quand j'ai dit que j'avais mis un extrait pour cet épisode. Mais oui. Non, mais voilà, on va pas passer sur Céline Dion. Hein. Non, mais c'est juste que sa version, voilà, elle est très. Elle est un peu mièvre, hein, mais bon, c'est voilà, respect Céline Dion, mais c'est pas la version de Ziggy que je préfère, loin de là. Il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute, même si je sais. Mais pour rebondir justement sur ces versions en anglais, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça faisait partie d'un album un peu concept qui s'appelait Tycoon et qui était destiné à présenter Starmania justement dans les pays anglo-saxons, mais il n'y a pas eu de version sur scène. Donc c'est vrai que c'était un peu décorrélé de l'histoire, les chansons, et je pense pas que les anglo-saxons aient reçu du coup ce spectacle comme nous avec l'histoire qu'il y avait autour. C'était juste des morceaux, c'est ce qu'on disait, un peu commerciaux qui ont été rendus plus pop et alors sympa à entendre, hein, agréable à écouter. Moi j'aime beaucoup la version Only the Very Best par Peter King Perry qu'on a entendu, mais voilà, c'est pas Starmania, c'est pas intégré dans l'histoire. Et d'ailleurs, il y avait une petite anecdote sympathique que j'ai entendue il y a pas longtemps dans un reportage. En fait, la version de 89, François Mitterrand en était fan, et il a essayé un jour d'y amener Lady Di et le Prince Charles, qui en fait sont passés complètement à côté du spectacle parce qu'ils comprenaient rien. Et en fait, ça n'a pas du tout marché sur eux. J'ai trouvé ça assez drôle. C'est pas mal comme anecdote. Du coup, Fabrice, toi, ton avis sur la question? Alors, j'aime bien les versions internationales, mais on n'est pas dans Starmania. Enfin, on n'est pas dans l'opéra rock Starmania. Voilà, c'est des jolies chansons. De toute façon, comme on disait, les chansons sont déjà, elles dépassent déjà le cadre du spectacle. La mélodie est déjà magnifique. On a des très grands interprètes qui proposent autre chose. Mais la chanson en elle-même ne résume pas le spectacle Starmania. Et c'est vrai que pour expliquer aux gens, les gens peuvent peut-être venir au spectacle en écoutant les chansons internationales, mais il faut qu'ils aient aussi conscience qu'ils vont pas voir juste un concert, un enchaînement de chansons. On va vraiment leur proposer une histoire, une réflexion, des émotions, de chambouler quelque chose à l'intérieur. Et ça, en enchaînant des chansons sur un album, même avec des très grands artistes, on a du mal à refaire l'histoire. Et c'est pas particulier à Starmania. Pour moi, c'est même quand on écoute les cast albums de n'importe quelle comédie musicale,
quand on n'a pas vu le spectacle, les chansons s'enchaînent, mais on perçoit pas forcément l'histoire ou l'intensité des personnages, qui l'interprète, pourquoi il l'a dit à ce moment-là. Donc voilà, c'est bien parce que ça donne du rayonnement et ça fait connaître le spectacle, donc c'est toujours bien. Mais ça ne résume pas du tout Starmania, qui est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus agréable que ça à découvrir. C'est surtout qu'en plus c'est c'est un spectacle qui s'est jamais vraiment exporté, effectivement, comme on disait, dans les pays anglo-saxons, contrairement à d'autres comédies musicales françaises. Je pense à Notre-Dame de Paris, je crois qu'il y avait Roméo et Juliette aussi qui avait été adapté à Londres, donc du coup la comédie musicale de Gérard Presburg. Donc c'est quand même étonnant qu'on n'ait jamais eu de version de Starmania effectivement anglophone. Alors après, est-ce que potentiellement ça aurait autant fonctionné qu'en France et au Québec, enfin, en tout cas dans les pays francophones? Je pense que la question peut se poser aussi. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est des thèmes qui sont quand même universels, donc c'est assez étonnant. Ils sont peut-être universels, mais ils sont peut-être aussi traités avec un prisme français, européen, ou le duo Berger-Plamondon qui ont donné une vision un peu francophone de la dimension. En fait, je sais pas si les Américains aimeraient qu'on fasse des allusions caricaturales à un ancien président. Comment recevrait-il le spectacle? Je ne sais pas. Certainement une partie aimerait ça, et puis peut-être d'autres beaucoup moins. Donc voilà. C'est peut-être pour ça aussi que ça a du mal à être monté à l'international. Ouais, peut-être. Mais écoute, peut-être dans un futur proche, je ne sais pas. Peut-être que la version de 2022 permettra d'autres ouvertures, peut-être sur l'international. Et du coup, en parlant de cette version de 2022, je pense qu'on peut en parler maintenant, vu qu'on a quand même ratissé large sur les autres versions. Nathalie, du coup, je pense que tu vas être mise un peu de côté pendant cette partie. Je suis désolé. mais ça m'intéresse parce que comme je dis, j'ai hâte que je n'ai qu'une envie qu'elle arrive là après la Suisse, la Belgique, qu'ils viennent au Canada. On les attend. On te le souhaite, hein, en tout cas, parce que c'est vrai que je pense qu'on est d'accord avec Fabrice et Chloé pour dire qu'on a beaucoup aimé cette version. Oui. Donc, du coup, la version 2022, donc c'est une version qui se joue actuellement à la Scène Musicale, donc à Paris jusqu'au mois de février. Donc c'est sur une mise en scène de Thomas Joly et Sami Zerouki. Pour ceux qui savent pas, Thomas Joly, c'est celui qui va mettre en scène aussi la cérémonie d'ouverture des JO 2024, donc à Paris. Donc on a une direction musicale de Victor Lemann, des chorégraphies de Sidi Larbi Cherkaoui, Kevin Vives et Josepha Madoki. En scénographie, on a Nathalie Favre. Et sur les costumes, on a Nicolas Guéquière qui travaille pour Louis Vuitton. Et du coup, dans ce casting, on a notamment Lilia Haddad en alternance avec Gabriel Lapointe en cristal. On a Com en Johnny Roquefort, Myriam Bagdasarian en Sadia, Alex Montambeau en Marie-Jeanne, David Latulipe en 0 janvier, Adrien Fruit en Ziggy, Magali Goblet en Stella Spotlight, Simon Geoffroy en alternance avec Malaïka Lassi, en Gourou Marabout, et Thomas Joly, qui fait le rôle de Roger, qui devient une intelligence artificielle dans cette nouvelle version. Donc du coup, Chloé et Fabrice, je vais vous demander votre avis sur cette nouvelle version. Puis moi, je donnerai aussi mon avis après les vôtres. Honneur aux dames. C'est une version que j'ai adorée, déjà qui était très attendue, parce que moi, c'était la première fois, comme beaucoup, que je voyais du coup Starmania pour de vrai sur scène, et j'avais hâte. C'est un peu, on va dire que c'est un mélange de Back to Basics. Thomas Joly est revenu un peu aux fondamentaux de ce spectacle. Voilà, ce qui faisait son charme. Il a gommé les choses qui avaient pu apparaître un peu superflues dans les versions précédentes pour revenir en fait à l'âme du spectacle, mais tout en modernisant quand même pas mal le tout. De toute façon, il fallait dépoussiérer un peu tout ça aussi pour que ça s'inscrive à notre époque. C'est un spectacle en fait où les jeux de lumière sont très impressionnants. C'est presque un personnage à part entière, et ça montre vraiment tout le paradoxe de spectacle entre la noirceur et l'espoir avec tous ces jeux de lumière et cette lumière aussi qui reflète le Star System justement. Donc il y a plein d'interprétations, je trouve, à faire avec ces jeux de lumière. C'est super intéressant. Au niveau des interprètes, alors j'ai le jour où j'y suis allée, parce que pour l'instant je n'y suis allée qu'une fois, mais je vais vite me rattraper, il y a d'autres séances qui sont prévues. Lorsque j'y suis allée, je n'ai pas eu comme en Johnny Roquefort, j'ai eu l'alternant dont le nom William Cloutier. William Cloutier. Tout à fait. Qui était très bien, mais j'ai hâte de voir Com, parce que de ce qu'on m'a dit, il apporte un côté rock à Johnny Roquefort
que voilà, et justement ce qu'on disait tout à l'heure, je sais plus Nathalie si c'était toi qui parlais du fait de retourner un peu ce côté adolescent. Non, c'est Fabrice, pardon. J'y reviendrai. Voilà, donc j'ai un peu hâte, j'ai hâte de le revoir avec les autres alternants. J'ai eu un gros coup de cœur moi de mon côté pour Alex Montambeau en Marie-Jeanne. Alors c'est un artiste qui chante extrêmement bien et je trouve qu'il apporte toute sa pureté au personnage. On se rend compte encore plus on se rend encore plus compte en fait de tous enfin de la douceur de Marie-Jeanne et du fait que ça reste un personnage pur du début à la fin. Gros coup de cœur aussi pour Magali Goblet en Stella Spotlight, qui a une voix incroyable. Et j'ai tellement de choses à dire sur cette version 2022 que là il y a des choses qui m'échappent. Je vais te laisser la parole, Fabrice, et je reviendrai tout à l'heure lorsque. Et tu rebondis. Je me serai Nous avons notamment un point gourou fortement attendu. Exactement, qu'on abordera tout à l'heure. Oui, alors je me faisais la réflexion, je disais c'est peut-être une version qu'on aime beaucoup parce que c'est la première que l'on voit sur scène, comme peut-être Nathalie qui a eu une autre version sur scène, et du coup on a une approche particulière, une attache particulière avec la première version, même si on a vu les autres captations. Je rejoins totalement ce que tu as dit, Chloé. C'est une très grande version qui propose encore une autre lecture où il y a encore beaucoup de complexité. Alors sur l'œuvre en elle-même, mais encore une fois sur la mise en scène et sur les choix qui sont faits. Donc on peut faire plusieurs lectures, avoir plusieurs sensations, des choses différentes. Je voulais essayer de pas redire ce que tu as dit, Chloé, mais vraiment je suis d'accord avec toi. On peut mentionner qu'il y a des instruments live, donc ça on adore. Voilà, ça porte vraiment bien. Alors il y a dans les critiques que j'ai vues, certains reprochent que les instruments soient trop sur les côtés et pas assez intégrés sur scène comme un vrai personnage pourrait l'être. Voilà, le gros point positif pour moi, c'est vraiment le jeu sur les lumières. Je pense qu'on en a pris plein les yeux là avec cette version. Le moment, j'aurais voulu être un artiste avec les lumières qui se mettent en place. Pour ceux qui l'ont vu, sans spoiler, je crois que c'est vrai. Enfin, les lumières, c'est un personnage avec de la 3D. Enfin, c'est pas de la 3D, mais il y en a partout, autour, dessus, dessous, derrière, devant, sur les côtés. C'est vraiment un très très beau moment. Et pour Johnny Roquefort, j'ai vu les deux. Voilà. Et donc je confirme, ça donne pas tout à fait le même rendu, comme donne un côté un peu plus rock, rebelle. Voilà. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai vu les avant-premières, c'était les 3e et 4e représentations, c'était les avant-premières à Marseille. Et apparemment depuis, il y a encore eu d'autres ajustements sur la mise en scène, sur certains enchaînements, sur des jeux d'acteurs aussi. Donc j'ai hâte de le revoir. J'irai le revoir à Paris en janvier. Donc comme ça, ils seront bien rodés. Je verrai les différences. Mais c'est vrai que les deux interprètes donnent pas tout à fait la même couleur au personnage. Il y en a un qui a un côté vraiment un peu plus rock, un côté un peu dark, ça m'a fait penser un peu Joker dans Batman. Donc encore une fois, c'est pas du tout joyeux et cette façon qu'il a d'arriver, d'être présenté quand on arrive en ville. Enfin, pour ceux qui ont vu cette version, c'est même C'est déstabilisant, assez angoissant. Ouais. Je me disais, s'il y a des enfants dans la salle, ils vont se mettre à pleurer parce que c'est quand même vraiment un moment. J'ai une dame qui était très choquée à côté de moi. C'était assez drôle parce que c'est vrai que ce passage de quand on arrive en ville est assez violent. Mais on s'y attend pas du tout. Parce qu'on est en plus sur quelque chose, un moment un peu léger, voilà, où on est plutôt dans le côté un peu élevé de la société, voilà, donc dans la tour de 0 janvier, voilà. Et on plonge vraiment dans les souterrains. Et vraiment, on est au milieu d'une guérilla urbaine. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. Et William Cloutier, quand je l'ai vu, il donnait une version un peu plus légère à ce moment. Alors un peu plus légère, bon, toute proportion gardée. Voilà, il a un côté un peu plus adolescent, encore un peu plus enfant qui sort de sa jeunesse. Donc c'était un peu plus léger. Par contre, j'ai préféré le final qu'il interprète. Je trouvais plus sensible, plus en équilibre. J'ai hâte de comparer. Mais ça peut changer d'un jour à l'autre, d'un entraînement à l'autre. Voilà, c'est très personnel. Donc j'espère que tu pourras comparer, Chloé. Oui, j'espère aussi. Et Florian, ton avis? Moi, j'ai un peu le même ressenti que vous, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai adoré parce que évidemment, c'était la première fois que je le voyais sur scène. Il y avait quand même une attente un peu particulière parce que du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que c'est vrai que je connaissais les chansons, mais c'est vrai que comme je disais au début de l'épisode,
je m'étais réservé en fait de voir toute captation possible pour être le plus vraiment vierge de Starmania, à part pour les chansons. Et grosse claque en fait, parce que c'est vrai que je vais revenir évidemment sur le gros point fort du spectacle qui est le jeu de lumière. Donc vous avez évoqué tous les deux. Je trouve effectivement qu'il y a une vraie mise en scène de ce côté-là qui est incroyable et qui raconte évidemment quelque chose sur beaucoup de tableaux. Et limite, comme tu disais Chloé, ça devient un personnage à part entière en fait du spectacle, parce que il y a des jeux qui effectivement racontent quelque chose, notamment sur le blues du businessman, comme disait Fabrice, où là la lumière elle montre un personnage qui est enfermé dans sa condition en fait et qui exprime des regrets. Et le gros point fort, effectivement, la mise en scène, notamment, on n'en a pas parlé, mais cette structure justement qui représente la tour de 0 janvier et Monopolis, et même en termes de décor, je trouve que ça s'imbrique hyper bien, notamment la scène d'ouverture qui se fait sur Monopolis, où en fait on nous présente tous les personnages dans cette structure, où là on sent qu'il y a une vraie connexion en fait entre tous, et que tous vont avoir leur rôle à jouer dans cette histoire-là. C'est plus juste des gens qui se croisent là, ils sont vraiment tous là en train de chanter, et notamment qui revient dans le spectacle avec les uns contre les autres. Du coup, ils sont tous là avant le grand final, et je trouve ça d'une beauté incroyable. Vraiment, je suis ressorti de là avec des étoiles dans les yeux. Je trouve que les interprètes sont tous excellents. Après, moi, pareil, je suis allé le voir en avant-première, du coup, toute première avant-première à la scène musicale. J'ai eu un petit problème technique avec Roger, donc qui, comme on disait, est devenu une intelligence artificielle qui est projetée sur des écrans. Et du coup, ça m'a pas sorti du spectacle non plus, parce que c'était le seul vraiment problème technique qu'on a eu. Mais effectivement, les interprètes. Alors moi, je crois que j'ai eu tout le casting original. J'ai eu David Latulippe qui est incroyable en 0 janvier. J'ai trouvé ça. Je trouvais son interprétation vraiment hyper dure et à la fois touchante en fait à certains moments. Eh oui. Il y a vraiment un espèce de paradoxe avec ce personnage que j'ai trouvé hyper touchant à certains moments, et à d'autres j'ai pensé que c'était un connard. Enfin vraiment, il y a pas d'autre mot. Je trouve que c'est la force de cette version, c'est exactement ce que tu dis. Et Nathalie, je sais pas si sur les versions précédentes tu avais ce sentiment-là, mais 0 janvier, on l'a toujours vu comme vraiment le personnage à détester en bloc. Et là, je trouve qu'il a un côté un peu attachant, attendrissant. Sur cette mise en scène, j'aurais voulu être un artiste. Il a un moment où en fait il nous fait douter sur son. Bon, après il y a pas de doute, il est méchant, hein, mais il est méchant, il est ambitieux, on va dire. Mais je trouve en fait cette version, elle change les codes, elle joue sur d'autres équilibres et qu'on n'avait peut-être pas sur les autres. Ça joue sur plein de subtilités, je trouve, parce que les personnages sont plus tout gris ou tout blanc ou tout noir. En fait, ils sont dans une zone très grise en fait, où oui, on est conscient qu'ils ont leurs objectifs et qu'ils veulent réaliser quelque chose, mais d'un côté, en fait, on peut pas foncièrement les adorer ou les détester, je trouve. À part Crystal, qui effectivement, et Marie-Jeanne, qui sont vraiment les personnages, en tout cas Marie-Jeanne surtout, qui sont des personnages purs par excellence, qui elle reste blanche en tout cas pendant tout le spectacle. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve que l'interprétation d'Alex Montambeau, comme tu disais Chloé, je trouve qu'il apporte quelque chose en fait en Marie-Jeanne, et moi la chanson de Ziggy m'a donné des Ziggy pardon, donc un garçon pas comme les autres, m'a donné des frissons en fait quand je l'ai entendu, et je trouve même sur Le Monde des Stones, c'était moi il m'a fait couler des larmes quoi. C'est ça, c'est pas de la performance vocale pour montrer qu'on a de la voix, c'est vraiment tout en sensibilité et tout en émotion. Et j'ai redécouvert la chanson parce que pour le coup, en fait, j'ai été un peu déstabilisé au début parce que je m'attendais vraiment à une performance vocale un peu à la Morane ou j'ai plus le nom la première Marie-Jeanne, mince. Fabienne Thibault, merci. Et du coup, je trouvais que justement c'était tout en sensibilité et en émotion, et je trouve que ça apporte vraiment une grande force pour la fin du spectacle. Et malheureusement, oui, ça vient appuyer encore plus sur la noirceur de cette fin, mais je trouve que l'émotion est là, et c'est tout ce que je demandais, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un spectacle qui m'avait fait en tout cas pleurer comme ça. Mais et pareil aussi, gros coup de cœur sur Magali Goblet en Stella Spotlight, qui est un personnage hyper nuancé et qui là, je trouve à une autant dans les précédentes versions, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très très grandiloquent dans l'interprétation et de très diva. Là, je trouve qu'en fait, on revient sur un personnage qui est très dépressif et qui est beaucoup dans le drame, et je trouvais que c'était
très très beau aussi en termes d'interprétation. C'est rigolo ce que vous disiez parce que j'ai pas eu tout à fait le même sentiment moi sur Crystal. Ah ouais? Alors non sur vos avis je suis d'accord, mais sur le personnage de Crystal, j'ai trouvé que du coup c'était presque elle qui manipulait un peu Johnny. Je l'ai ressenti comme ça. Alors peut-être qu'elle a changé son jeu, mais j'ai trouvé qu'encore une fois cette version faisait en sorte, comme tu disais, que les personnages sont pas ni tout blancs ni tout noirs. Et voilà, la façon dont c'est amené, l'agencement des chansons, je trouvais que voilà justement ça donnait une autre lecture au personnage de Crystal qui finalement elle a aussi son côté ambitieux à elle veut aussi une autre forme de reconnaissance, elle a aussi du mal à se détacher des médias et de la notoriété, et puis du coup elle est prête à sacrifier, voilà, elle est un peu sur cette ambivalence, elle est prête à il y a une chanson notamment, enfin voilà, où finalement Johnny lui il est prêt à partir, à tout abandonner et vivre dans l'anonymat. Et c'est pas ce qu'elle veut. Donc je trouvais que ça donnait voilà une autre coloration au personnage qui finalement n'est pas enfin il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, ils ont tous leurs travers qui sont les travers de notre société actuelle, hein. Et je trouvais ça vraiment très ça pousse à la réflexion, c'est vraiment très bon. Bah, c'est surtout Chacun sert la cause de l'autre en fait, hein. Ouais. Johnny Roquefort, Crystal, chacun veut faire passer un message à travers l'autre. Et ça se ressent encore plus dans cette version. Ouais. Et du coup, dans cette version, on a le retour d'un personnage, du coup, dont on parlait tout à l'heure, qui est le gourou marabout, en fait, qui est interprété par Simon Geoffroy en alternance avec Malaïka Lassi. Moi, j'ai eu, en tout cas sur ma représentation, j'ai eu Simon Geoffroy. Je sais pas si vous avez eu Malaïka ou pas. Non. J'ai eu que Simon Geoffroy. D'accord. Okay. Donc, j'ai hâte de voir d'ailleurs Malaïka. Mais je suis très curieux parce que c'est quand même assez surprenant qu'ils aient. Alors après, le gourou marabout est un personnage qui est quand même qui est là sans vraiment trop intervenir dans l'histoire. Qui est presque accessoire parce qu'en fait pour le coup il fallait vraiment un adversaire à 0 janvier et contrebalancer en fait les arguments où, comme on disait tout à l'heure, 0 janvier est plus dans le côté on va fermer les frontières, on est plus dans le nucléaire, là où le gourou marabout c'est un retour à la nature et aux sources. Donc, et il sert aussi un peu à ramener un autre thème d'actualité dans la comédie musicale qui est la théorie du complot avec la chanson Paranoia. Et voilà, je pense que ça a encore plus de sens de le faire revenir, maintenant. Ce personnage. Bon, sans spoiler, en fait, je trouve que c'est un 0 janvier de l'écologie. Hein. C'est vraiment l'anti, voilà, parce qu'il est, il est extrémiste dans l'autre sens. Mais les deux sont extrémistes, c'est ça. Donc, pour moi, dans cette version, c'était vraiment, il te disait, pour la présidence de l'Occident, c'était choisir entre la peste ou le choléra. Exactement ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, enfin, il y en a aucun qui pourrait potentiellement convenir à la présidence de l'Occident. C'est tu te dis, en fait, soit tu choisis 0 janvier et effectivement, t'as cette politique à la limite de la dictature, soit effectivement, tu reviens au gourou marabout qui, lui, pareil, est à l'extrême sur toutes les questions écologiques et où il faudrait limite se méfier de son voisin ou de ce que te disent les médias ou autres. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. C'est vraiment de confronter les deux points de vue. D'ailleurs, moi, je trouve que les scènes justement de débat sont hyper intéressantes. Et après, le gourou marabout, voilà, je sais que toi, Fabrice, t'as tes griefs sur le rôle. Si tu veux nous en parler. Oh, mais le pauvre. Non, mais il le fait très bien. Hein, c'est pas. Alors, le rôle en lui-même, je comprends. Je trouve même qu'il est essentiel pour faire avancer l'histoire. Et voilà, on vient de le dire, ça c'est un contrepoids très important et il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un moment qui, vous voyez, on parlait de la version tout à l'heure de Mogador 94 où on comprenait pas. Bon, ben moi, il y a un moment, pareil, je suis sorti du spectacle, la chanson Paranoia et puis cette espèce où ils sont en transe collective, en boîte de nuit, boîte où on fait plus que la nuit, voilà. J'ai pas compris pourquoi. Enfin, je comprends à peu près pourquoi à ce moment-là, puisque il y a aussi Stella Spotlight qui est dedans, donc je comprends pourquoi, mais je trouve ça très abrupt et vraiment. Alors je dirais pas que ça m'a choqué, je dirais que ça m'a décontenancé. Je me demandais en fait ce que j'étais en train de voir et avec le recul, je comprends ce que ça apporte à l'histoire, mais sur le moment, je me disais, je suis où, voilà. Et je sais pas comment vous l'avez reçu vous ce moment-là. Et alors, avis très personnel pour terminer, niveau musique à ce moment-là, c'est absolument inaudible. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est le personnage, je comprends son retour.
En revanche, je suis un peu déçue, voilà, du moment en lui-même parce que effectivement le passage, bon alors la chorégraphie sur ce morceau est assez jolie, mais par contre, oui, j'ai eu du mal à saisir pourquoi, quoi, comment, pourquoi. Vous voyez ça à ce moment-là. Quoi. Et surtout, c'est ça. Et surtout, oui, c'est le reproche que je fais. C'est pour ça que j'ai hâte aussi de revoir le spectacle avec Malaika Lassi pour voir si elle apporte autre chose au personnage. J'ai trouvé la version de Paranoia, qui est pourtant une chanson que j'adore, un peu inaudible effectivement, comme tu dis. Le réarrangement, voilà, alors que franchement ce spectacle dans sa globalité, j'ai adoré tout ce qui avait été réécriture, réagencement des chansons et les arrangements, etc. Autant là-dessus, j'ai pas compris les réarrangements parce que je trouve que du coup on ne comprend pas les paroles. Et de manière générale, voilà, les moments du gourou marabout, je ne comprenais pas. Même dans les débats, j'avais du mal à saisir. Alors, je connaissais l'histoire, bien heureusement, mais j'avais du mal à saisir ce qu'il disait, même dans les transitions. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, peut-être que ça a été retravaillé ou que ça va l'être, hein, mais voilà, c'est le reproche que je ferais. J'ai un peu le même ressenti aussi. Moi, je pense que c'est, pour moi, c'est le point faible. En tout cas, c'est la séquence point faible du spectacle. Je trouve qu'effectivement, alors je comprends pourquoi elle arrive, en tout cas à ce moment-là du spectacle. Je comprends la volonté, mais effectivement, moi j'ai été totalement décontenancé, et encore j'ai été décontenancé rapidement parce que Fabrice t'en avait parlé, enfin tu nous en avais parlé avant justement en off, mais du coup je suis d'accord, effectivement ça arrive un peu à un moment donné du spectacle où t'es un peu surpris, et je suis d'accord avec vous, moi je n'ai absolument rien entendu des paroles parce que je trouve que la musique prend trop le pas sur l'interprétation en tout cas là de Simon Geoffroy, et je trouve ça dommage parce qu'en plus comme disait Chloé, le tableau est pas non plus inutile. Encore une fois, les lumières sont incroyables sur le tableau. Non mais les lumières et les chorégraphies sont vraiment bonnes sur ce tableau-là, mais c'est vrai que moi il y a eu une petite micro-déception dans la mesure où en fait je ne comprenais pas ce qui se disait, contrairement à tout le reste du spectacle, où là je trouvais l'interprétation pas mémorable. Alors effectivement je serais curieux de le voir justement avec Malaika sur le rôle du gourou, mais ouais, petit point noir moi dans ce spectacle, ça m'a pas empêché après d'adorer tout le reste. Mais est-ce que, enfin voilà, c'était pas une volonté aussi de vouloir mettre Stella Spotlight, enfin le personnage de Stella Spotlight dans quelque chose d'autre que dans les griffes de 0 janvier. Oui, c'est ce qui amènera en plus ensuite à la chanson Ego Trip. Oui, ça correspond à la version 79. Hein. Enfin, Nathalie, il me semble que, enfin, si tu as écouté l'album, je pense que tu peux avoir cette version en tête avec Paranoia. Dans l'histoire, on reprend le fil. Je comprends, comme vous dites, on comprend pourquoi ça vient à ce moment-là. C'est juste que l'arrangement musical, je le trouve pas du tout réussi à ce moment-là, et Simon Geoffroy, il a une jolie voix, mais en fait, je trouve, enfin, les fois où je l'ai vu, je trouvais qu'il criait plus qu'il ne chantait. Je sais pas s'il a un peu réajusté depuis, ou c'est peut-être ce qu'on lui demande de faire, donc voilà, il y a rien contre lui spécifiquement, mais en fait, ça dessert le propos. Alors que j'ai en tête aussi la version des premiers albums, qui est une version un peu plus douce, une version en plus par Michel Berger, vraiment voilà quelque chose. Enfin, le message passe pas du tout de la même façon. Là, c'est très violent, quoi. On est drogué, on est au bord de l'overdose. Enfin, voilà. Après, c'est quand même un enchaînement, parce que du coup, en fait, le deuxième acte sert aussi à introduire le personnage de Stella Spotlight qui n'apparaît pas du tout dans le premier acte, ce que je trouve hyper intéressant justement que ce personnage arrive après toute la présentation des personnages, où on découvre un nouveau personnage, et là du coup justement je trouve que ça renforce aussi le côté très vulnérable de Stella Spotlight dans cette version, où c'est vraiment quelqu'un qui est sur la fin de sa carrière, enfin le personnage en tout cas est écrit comme ça, qui est sur la fin de sa carrière et qui n'en a plus rien à faire, et qui a juste en fait qui se laisse porter par les choses, et qui voit en fait en 0 janvier l'occasion de revenir sur le devant de la scène, malheureusement à ses dépens du coup. On peut le dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, fin de sa carrière de star du porno quand même. Non, star de cinéma, il me semble. Ah oui. Ouais, moi je l'ai compris comme star du porno reconverti en star de cinéma. Non, parce que du coup, Marie-Jeanne le dit quand elle apparaît, qu'en fait elle joue dans son dernier film, donc c'est une vedette de cinéma, et que son dernier film c'est un remake de Boulevard du Crépuscule, où elle va jouer justement le rôle principal. Et du coup il y a même un... Oui, mais où pour la première fois on ne la verra pas nue. Il y a débat interne.
Oui, mais C'est du vrai, coup, c'est vrai. tu peux faire tu peux faire du nu sans faire de Ah porno oui. aussi. Non, ben moi je l'avais bien, je lui avais fait toute une panoplie à Stella. Non, mais surtout qu'on n'a pas la chanson Sex Shop et cinéma porno dans cette version, qui est effectivement aussi chantée par Stella Spotlight. Oui. On a un clin d'œil, enfin, on a un morceau de la musique, il me semble, juste avant qu'elle aille voir justement le gourou marabout. Ouais. On a des petits clins d'œil à des anciennes chansons. C'est comme l'air de l'extraterrestre, en fait, qui commence, dans la chanson, l'extraterrestre chante quelle heure est-il en ce moment? Est-ce la fin du monde ou le commencement? Et en fait, si on est bien attentif, juste avant le monde des Stones, il s'est passé quelque chose, on va pas dire. Mais on entend donc Thomas Joly derrière, la voix de Thomas Joly qui dit ces paroles en fait. Ah oui, c'est vrai. Quelle heure Oui, est-il oui. en ce moment? Et en fait, voilà, c'est les paroles de l'ère de l'extraterrestre qui sont reprises, mais en version parlée. Et j'ai trouvé ça assez sympa, tous ces petits clins d'œil en fait. Bah, tu sens, enfin, ce qu'on disait, il y a vraiment une volonté en fait de revenir à la version, enfin la première version, et en tout cas à faire des petits clins d'œil. Et je trouve ça super, super cool en quelqu'un qui connaît bien Starmania, d'avoir ces petits clins d'œil justement pour les remercier en tout cas d'être aussi fan du spectacle. Et justement, c'est ça, je trouve aussi dans cette version, c'est bourré d'idées aussi, de petites idées qui marchent super bien. Enfin, notamment. Ziggy, enfin le tableau de Ziggy avec tous les Ziggy justement, tous les danseurs qui sont déguisés comme lui et qui passent par c'est au-dessus des des spots lumineux. Ouais. J'ai trouvé ça brillant en termes de mise en scène, et justement la critique du Star System et limite en fait de l'uniformisation de plein de choses. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé le personnage de Ziggy autre que sous le prisme de son homosexualité, mais il y a quand même Ziggy, c'est un personnage qui veut devenir célèbre en passant dans l'émission Starmania, donc du coup qui est présenté par Crystal, et qui du coup essaye de se donner les moyens de le faire et de devenir célèbre. Et du coup il y a vraiment cette espèce de critique justement de l'uniformisation de la population, où il y a des danseurs qui sont habillés exactement comme Ziggy, si bien qu'au bout d'un moment on n'arrive même plus à distinguer Adrien Fruit des autres. Ouais. C'est incroyable. D'ailleurs, il me semble, et ça peut-être Nathalie elle pourra nous aider, il me semble qu'il a des chansons qu'il a pas dans la version d'origine. Ça se peut là comme ça. Il a la chanson L'enfant de la pollution. Alors Enfant de la pollution, c'était déjà Ziggy qui l'a chanté dans la version de 89. D'accord. Avant ça, je crois qu'elle était destinée à Johnny Rockford. Il me semble que c'était, dans les versions album que j'ai, c'est Johnny Rockford qui la chante. Donc, oui. Mais à vous écouter, bien sûr, j'ai pas vu le spectacle, mais qu'est-ce que je trouve intéressant, hormis le fait que je suis bien contente qu'il y ait encore des artistes québécois, bien sûr, dans la troupe, c'est que avec toute la technologie moderne que depuis là, ça faisait plus de 30 ans depuis la version de 93, même si elle avait continué jusqu'à 2001. Toutes les avancées technologiques qui ont été mises à profit avec les jeux de lumière dont vous parlez, qu'il y a quand même ces moments comme la chanson de Ziggy chantée par Alex Montembeault, qui soit acoustique à ce que j'ai compris. Donc, il y a quand même cette volonté de rester dans la simplicité. Et aussi, ils ont conservé les fameux micros. Parce que avec c'est tellement toute la technologie, ils auraient pu avoir des micros, des oreillettes et compagnie. Ils ont voulu garder cette signature du micro qui, je sais pas, la signification, peut-être que c'est aussi pour dire tout le monde veut être une star, ou je sais pas exactement. Ensuite, moi, j'aimerais vous poser une question parce que par rapport aux critiques qu'il y a eu pour juste apporter juste un autre côté. Est-ce que, justement, tous ces effets spéciaux, est-ce que vous avez trouvé que ça dénaturait ou que ça portait l'esprit vraiment original? Et aussi, j'ai entendu dire que parfois on avait l'impression de plus regarder un concert, un spectacle de variété que vraiment un opéra rock. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors là-dessus, je suis pas d'accord parce que je trouve justement que Thomas Joly a fait un gros travail de réécriture. En fait, il a pris. J'avais lu une interview de Thomas Joly qui disait qu'il avait pris toutes les chansons de Starmania, il les a écrites sur des bouts de papier, et ensuite il avait tout réagencé justement pour qu'on comprenne l'histoire mieux.
Et je trouve que c'est réussi. Moi, j'avais pas l'impression d'être dans un spectacle, enfin dans un concert. J'avais vraiment l'impression qu'on me re-racontait l'histoire de Starmania que je connaissais parce que j'adore ce spectacle. Mais pour des gens qui ne le connaissent pas, je trouve justement que c'est beaucoup plus compréhensible. Et moi, j'avais plus l'impression d'être devant un film en fait. Et les effets spéciaux, pour moi, c'était pas pour en faire trop. Ils apportaient chacun quelque chose à la scène dans laquelle ils apparaissaient. Enfin, moi, ça m'a pas du tout dérangé. J'avais pas l'impression du tout que ça dénaturait, mais après, je sais pas ce que vous en pensez les autres. Bah, Fabrice, Ouais. vas-y, moi Je je suis complètement d'accord, Chloé. Qu'est-ce que je me disais que, ben, en fait, en plus des effets spéciaux, pour moi, il y en a pas tant que ça. De mémoire, il y a pas de projection en fond de scène, il y a pas d'écran, donc en fait, c'est vraiment voilà, La alors, lumière. par contre, il y a énormément de lumière, voilà, mais Ouais. du coup, ça donne pas un effet extrêmement technologique, ça surabonde pas d'effets visuels. Voilà, c'est vraiment la lumière qui est extrêmement bien travaillée. Après, il y a des grands décors, mais vu l'immensité de la scène, ils sont pas non plus hyper imposants. Enfin, il y a des grands décors, mais ils sont pas extrêmement nombreux non plus. C'est quand même toujours les mêmes 4 ou 5 éléments qui sont agencés de façon différente pour créer ou des souterrains ou les hauteurs de la tour. Mais on retrouve toujours les mêmes éléments, donc en fait, on n'est pas là. Pareil, c'est pas surabondant. Voilà. Et après, au niveau des micros dans la main, alors j'ai lu qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça donne un côté concert et que les artistes viennent devant la scène, chantent avec le micro et repartent après. J'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Non, j'ai vraiment eu l'impression d'assister à un opéra rock avec des récitatifs chantés, avec des transitions, avec une histoire, avec ouais, je trouve que le Roger en voix digitale fonctionne bien et fait vraiment le lien justement avec pour expliquer les actualités, pourquoi tel personnage rencontre tel personnage, à quel moment ils ont eu ça, voilà. Et puis il y a Et je les trouve petits même, récitatifs qui avaient disparu dans certaines versions, qui sont remis au goût du jour, et ça, je trouve ça fantastique. c'est ça. Et dans les moments, alors les transitions chantées de Stella Spotlight, il y a une assistante que dans mon souvenir, je ne connaissais pas dans les versions Starmania, et je trouve que alors je vais inventer un mot, mais ça comédie musicalise encore plus le spectacle, parce que tous les moments avec l'assistante, je trouve qu'on est un peu à Broadway, ça apporte une légèreté parce que c'est un personnage assez drôle, voilà, qui est en interaction avec Stella Spotlight, et vraiment j'avais l'impression qu'il y avait une volonté aussi d'apporter ce côté encore plus comédie musicale dans l'opéra rock. Florian. Mais je suis d'accord avec vous pour le coup parce que du coup tu parlais des effets spéciaux, Nathalie. Moi je suis d'accord en fait avec l'avis de Chloé Fabry. Je trouve que ça apporte vraiment à la mise en scène et que ça ce qu'on disait tout à l'heure, ça raconte en quelque chose, notamment sur plein de scènes, et qu'il y a un vrai travail de mise en scène pour pas juste que ça fasse gadget. Alors il y a des petits trucs effectivement où j'ai trouvé que ça faisait gadget, notamment je parle pour Chloé Fabrice, mais la séquence Besoin d'amour avec la fin. Oui. J'étais là, je dis bon, c'était peut-être pas nécessaire, c'est marrant, Un peu mais de c'est pas nécessaire. positivité. Voilà, c'est marrant. Mais je le- trouve que ça prend. Ouais, c'est Ouais, le positif avant de plonger dans C'est l'acte ça. 2, Voilà. comme tu disais. L'acte 2, c'est un tunnel, c'est un couloir. Voilà, on a besoin de cette bouffée avant Mais d'y aller. mais je trouve que ça prend pas le pas effectivement sur l'histoire. Je trouve que justement c'est une nouvelle façon de raconter cette histoire-là qu'on connaît plus ou moins tous quand on est fan du spectacle et qu'on a vu et revu. Il y a une intelligence dans la mise en scène, et comme disait Fabrice, ça en fait pas trop, je trouve, notamment sur les décors. Je trouve que c'est très minimaliste, notamment l'Underground Café. Ah ouais. Il y a un petit moment aussi où la technologie sert à créer quelque chose de très émouvant, notamment dans l'Underground Ouais. Café. Justement, moi j'ai eu un petit frisson à ce moment-là parce que je trouvais que c'était beau et que c'était très bien utilisé, et que t'avais pas cette impression de te dire oui bon bah ça c'était pas nécessaire vraiment. Et pour ce qui concerne les micros, moi ça m'a un peu décontenancé au début parce que je me suis dit, pour la première scène je me suis dit bon bah ça va disparaître, peut-être que c'est pour la mise en scène. Et quand ils ont gardé les micros, bon ça m'a pas dérangé. Après tu fais vraiment abstraction, mais je trouve que est-ce que c'est pas aussi une volonté de critiquer cet aspect, comme tu disais, star justement, et cette volonté de devenir une star, parce qu'au final, ils ont toujours le micro dans la main, effectivement, mais tu les oublies vite. Et si bien quand les interprétations sont tellement incroyables que vraiment tu ne les vois quasiment plus, t'es plongé dans cette mise en scène qui est absolument magique et qui te fait totalement oublier ce point-là.
Mais je pense clairement que c'est pas anodin qu'ils aient laissé les micros, en tout cas dans cette version. Enfin, dans cette version, je sais pas si, enfin, ce qu'on a dit Thomas Joly, je sais pas s'il y a eu quelque chose justement dit de là-dessus. Mais je serais très curieux d'avoir effectivement Non, mais le pourquoi du comment. je pense que c'est clairement volontaire et voilà, c'est bien. C'est encore une version assumée de Starmania. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas parce que ça se fait vraiment plus. Hein. Tous les spectacles qu'on va voir, ils ont plus les micros dans les mains. Et en même temps, je me faisais la réflexion aussi, comme ils ont pas énormément de chorégraphie, les personnages principaux, hein, ils ont pas énormément de chorégraphie, ils ont des déplacements, mais ils ont pas vraiment de moments de danser. Ça leur donne une contenance aussi d'avoir le micro dans la main, de le changer de main, de bouger un peu. Sinon, ils auraient les deux bras ballants. Je sais pas bien ce qu'ils feraient en fait. Voilà. Donc je trouve ça les aide sur scène. C'est ça. Dans la direction d'acteur, ça facilite peut-être un peu le tout, mais sachant que voilà, c'est pas non plus des comédiens, ils ont des moments, mais c'est des transitions chantées, donc ils n'ont pas à jouer à la comédie, et c'est vrai que j'ai l'impression que ça les aidait, effectivement, à garder de la confiance. Donc on valide les micros en fait. Ah, moi c'est totalement validé, hein. Et pour le coup je verrais pas cette version autrement, et moi c'est totalement validé de mon côté. Est-ce qu'on a d'autres choses à redire sur cette version 2022? Oh, il y aurait tellement à dire. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Qu'elle se finit effectivement en apothéose. Enfin, moi, je m'y attendais pas du tout, sans trop en dévoiler. Je m'attendais pas du tout. En apothéose simpliste. Est-ce que ça résume? Enfin, simpliste dans la mise en scène ne veut pas dire simplissime. C'est... Ah non, pas du tout. Oui, parce qu'il y a quand même un effet spécial. Mais on s'attendait à quelque chose enfin, c'est extraordinaire, et c'est extraordinaire par encore le jeu de lumière, le contraste d'ombre, d'éclairage, de noirceur. Ah, mais c'est surtout qu'en plus c'est une fin qui est quand même, en tout cas, parce que du coup cet effet-là arrive sur la fin, comme on le disait. C'est très pessimiste. Après, je pense que l'œuvre en elle-même est pessimiste sur la société, en fait, qu'elle montre malheureusement que en 40 ans, la société a très peu évolué. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que ce que disait Fabrice, c'est très simple en termes de mise en scène sur le dernier numéro, mais ça renforce justement l'émotion que ça apporte. Et la force de la chanson. Et la force de la chanson. De l'interprétation. Enfin voilà, là de toute façon, c'est... Moi, je me faisais une réflexion, je me disais que c'est des chansons qu'on a quand même tellement entendues. Il y a eu tellement de versions différentes et on en a parlé pendant tout le podcast, en français, en anglais, enfin voilà, la pression qu'ils doivent avoir d'arriver, parce que chaque spectateur a sa version en tête, chaque spectateur va préférer tel artiste, telle version, tel arrangement musical. Donc arriver en proposant encore quelque chose, embarquer le public, ça doit être une grande pression tous les soirs. Et je trouve ça très beau de réussir à reproposer encore quelque chose et renouveler les émotions. Voilà. Le pari est gagné parce qu'il reste plus beaucoup de place là, en tout cas pour les dates parisiennes. J'ai regardé, il reste plus grand chose, ça part très très bien et franchement c'est tant mieux pour eux. Alors, en tout cas, moi je leur souhaite beaucoup de succès parce que c'est vrai que cette version. Alors après, moi j'ai eu le coup de, effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde parce que du coup j'étais assis à côté de deux dames d'une 50aine d'années, je pense, qui ont littéralement détesté. Mais quand je vous dis détester, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont fait des commentaires pendant tout le spectacle. Je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, c'est pas possible. Vraiment, là, je pense qu'elles sont passées à côté de quelque chose. Et le truc, c'est qu'elles comparaient, en fait, aux versions d'avant. Et je pense vraiment qu'il faut y aller sans en attendre de retrouver telle ou telle version. C'est vraiment quelque chose qui se vit, en tout cas cette version, pleinement. Et faut pas chercher à comparer, en tout cas la version de 79 ou la version des années 80. Faut vraiment y aller en disant qu'on va avoir une interprétation de Starmania, en tout cas à notre époque, et que voilà, c'est il faut l'accepter. Enfin, faut accepter le parti pris. Je peux comprendre que ça puisse diviser, mais c'est vrai que là, pour le coup, je trouvais que les arguments étaient énormément de mauvaise foi et je ne les remercie pas parce que vraiment, ça m'a un peu sorti du truc des fois et c'est bien dommage. Je confirme l'anecdote. Quand je suis allé le voir à Marseille, il y a une dame qui était devant moi et elle est partie à l'entracte. Donc tout le monde applaudissait, elle était devant moi, donc elle n'a pas bougé de la première partie, elle n'a pas applaudi, elle n'a pas machin, donc bon, je me suis dit elle n'aime pas. Elle s'est levée dès que les lumières se sont rallumées et elle n'est jamais revenue. Et donc elle a raté le gourou marabout qui lui aurait peut-être plu. Mais peut-être qu'elle attendait ça. Et c'était aussi une dame d'un certain âge, donc peut-être qu'elle était ancrée dans
Enfin, peut-être qu'elle avait eu la chance de voir la version de 79 sur laquelle il n'y a pas de captation, qu'elle avait gardé ce moment-là en tête et voilà, c'est évidemment une autre interprétation. Bien sûr. Et il Et faut, voilà, on est en 2022, il faut réactualiser, il faut se détacher Ouais. des voix originales, même si Mm. c'est pas facile. Et il faut y aller, voilà, J'ai- comme si on découvrait l'œuvre Dans pour les la première commentaires que je vois passer de ceux qui critiquent, qui disent que la version actuelle ne correspond pas à la version ancienne, que c'est pas si fidèle que ça, etc. Il y a quelqu'un qui a répondu je ne vois pas quel intérêt il y aurait vraiment à reproduire ce qui a déjà été fait. Je pense qu'après, C'est excellent. ouais, après, on tombe dans l'éternel débat. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de refaire? Après, comme on disait, Starmania, je pense qu'en fait, tu peux l'adapter à n'importe quelle époque. Il y aura toujours une résonance, en fait. Et que je pense que c'est ça qui fait, Mais il y a- encore une fois, la force de Il y a l'œuvre. peu d'œuvres qui peuvent être autant remaniées, remodelées, traverser comme ça le temps en ayant l'impression de reproposer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait ou qui a pas vraiment été fait de cette façon-là. Il y a des spectacles qui sont remontés, qui sont joués pendant des années, mais c'est quand même toujours à peu près les mêmes versions et les mêmes façons d'aborder les choses. Donc ça reste une œuvre grandiose, rien que pour ça. Puis qui reste toujours actuel. Enfin, faut pas oublier que c'est une œuvre qui a été écrite en 78. Mais tu trouves encore une résonance et je trouve qu'on on en avait vraiment besoin de cette version pour, en tout cas, montrer, pointer du doigt certaines dérives des années 2020, enfin 2010-2020 en tout cas, parce qu'il y a quand même une grosse critique effectivement encore une fois du Star System, notamment là, je pense à la chanson de Crystal, Starmania, où là en fait les paroles sont modifiées pour nous parler des stars qu'on connaît. Je pense notamment, je crois qu'elle dit Rihanna à un moment donné. Enfin, c'est que des noms. Enfin, c'est du name dropping comme la version 79 ou des années 80. Mais je trouve justement que ça apporte déjà, que ça ancre le propos dans les années 2010-2020, parce que c'est que des artistes qu'on connaît depuis pas mal de temps, et surtout voilà, c'est cette critique du star system, et c'est ce qui est et sera toujours, je pense, Starmania, et ça restera, je pense, intemporel. Oui, puis c'est vraiment, vous écoutez, oui, tout à fait raison, que pourquoi reproduire ce qui a déjà été fait, et l'intelligence de cette nouvelle version, c'est de proposer quelque chose de complètement nouveau, même si ça reprend, bien sûr, c'est le même livret, c'est les mêmes personnages, et il faut arriver au spectacle en acceptant ça, en étant ouvert d'esprit. Alors vos voisines de spectacle l'avaient pas bien compris, ça, je crois, et c'est dommage parce que là on passe à côté de l'expérience. Donc c'est vraiment une proposition nouvelle, et quand je vais avoir la chance de le voir, moi aussi je vais avoir cet état d'esprit, parce que c'est les comparaisons, de toute façon, c'est jamais bon dans les œuvres en général. Est-ce qu'on a quelque chose à redire sur la version de 2022 On a ou sur Starmania pas parlé en des général? costumes 2022. C'est alors oui, du coup qui ont été faits par. Je te dis la pourquoi. maison, C'est parce que j'ai noté sur la version 94 Mogador et je voulais absolument le placer. Et j'y ai pas pensé tout à l'heure. Ziggy est habillé comme Timon dans les rythmes de la jungle à Disney. Oh non! Voilà, ça c'était ce que j'ai noté sur le costume de Ziggy 94. Je pense que quelqu'un chez Louis Vuitton vient de décéder en entendant ça. Voilà. Donc je n'ai pas eu ce sentiment sur Starmania 2022. Voilà. J'ai bien aimé les costumes qui sont simples, sobres. Sobre. Oui. Non, c'est sobre. En vrai, c'est hyper représentatif des personnages. Je pense qu'il y a vraiment eu un gros travail sur les costumes. Évidemment, Crystal avec sa robe à paillettes, Stella Spotlight avec des grandes robes de diva. Oui. 0 janvier qui est toujours en costume. C'est puis Johnny qui a ce look tout de cuir vêtu. C'est un peu comme tout le reste en fait. C'est des beaux costumes, mais c'est pas dans la démesure ou dans la surabondance. Voilà, c'est discret, c'est bien pensé, c'est pas excentrique comme la version 94. Ça colle bien à l'ambiance générale. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti-là. Et le costume de Crystal, d'ailleurs, est un beau clin d'œil à celui de France Gall. France Gall, oui. Parce qu'on a quand même des images de la version 79 avec ce même costume doré à paillettes. Alors j'avais autre chose à dire sur cette version aussi. C'est un moment que j'ai trouvé magnifique. C'est le rêve de Stella Spotlight. Ouais.
J'ai trouvé ce passage magnifique. Alors explicite parce que dans les autres versions on comprenait pas sans spoiler le spectacle, mais je pense que les gens qui écoutent les chansons comprennent voilà que Stella Spotlight veut en finir avec la vie. Et moi j'ai toujours compris en entendant le rêve de Stella Spotlight qu'elle le faisait, mais ça a été un débat dans les autres versions. Est-ce qu'elle se suicide ou pas? Là c'est plus explicite dans la version de 2022. Et j'ai trouvé ce passage mais poétique à souhait et magnifique. Enfin, ça a vraiment été avec la chanson de Ziggy, ça a vraiment été un de mes moments préférés du spectacle. 100% d'accord. Je suis totalement d'accord, surtout qu'en plus, justement cette fin, je ne dis rien, mais j'ai trouvé que c'était explicite sans vraiment l'être. Mais je trouve justement le fait de ne rien montrer, en tout cas, et juste le suggérer. Je trouvais justement que ça apportait une force émotionnelle justement avec tout ce qui venait de ce chant, tout ce que l'interprète de Stella Spotlight chante avant, et d'une force. Et pareil, c'est un moment qui m'a donné des frissons. Je trouve ça pareil, je vais me répéter, mais d'une intelligence dans la mise en scène et dans la suggestion qui est assez admirable. Justement, ça en fait pas des caisses et ça rend le truc encore plus tangible et encore plus c'est un shoot d'adrénaline en termes d'émotion, quoi. Oui, exactement. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec vous, mais dans les commentaires que j'ai pu lire, il y a des commentaires comme ça qui m'ont marqué. Et il y a quelqu'un qui avait écrit: j'ai bien aimé cette version, mais les personnages ne prennent pas assez cher. Et c'est, mais peut-être par rapport à la version 94. Donc apparemment, ils ne souffrent pas assez. Alors que je trouve que quand même, Donc, d'accord, non mais c'est juste pour donner des avis qui, voilà, en fait, Starmania, je pense que c'est vraiment très clivant, où on est embarqué, où on passe à côté de quelque chose, où on s'attend à autre chose. Dans tous les cas, je pense que c'est une œuvre qui fait, qui divise, parce que du coup, il y en a qui adorent et d'autres qui passent totalement à côté, comme tu dis. Et c'est aussi la force de l'ensemble. Et au contraire, je pense qu'on pourra jamais vraiment être d'accord. Puis on n'est pas obligé de tout aimer. Moi, j'aime pas tout dans Starmania, mais globalement, j'aime. Et je trouve quand même que c'est tellement incroyable qu'après toutes ces versions, il y a encore matière à de nouvelles interprétations, de nouvelles suggestions. Là, d'après qu'est-ce que vous me dites, on peut s'imaginer d'autres interprétations aux chansons. Donc, c'est quand même incroyable, là, 40 ans plus tard, que c'est la force là vraiment de ces chansons. Et de faire le pont entre le Canada et la France, en plus, comme tu disais. C'est ça. Oui, de la francophonie de manière plus générale. Donc, bref, il reste plus qu'à le voir de mon côté. On te le souhaite. Qu'elle viendra jusqu'à toi. Oui, je l'attends. Et plusieurs autres personnes, je crois. Parce qu'ils s'arrêtent, en fait, là, à la fin janvier, c'est ça, à Paris, puis ils vont en tournée. Oui. Il me semble qu'ils vont en Suisse et en Belgique notamment. Après, on n'a pas plus de précision sur le futur du spectacle. Je pense que ce sera un spectacle qui va quand même se jouer plusieurs années, vu les moyens, j'espère. Je pense aussi. Et qui reviendra à Paris. Il semblait, je sais plus où je l'avais entendu, il me semblait avoir entendu que pour commencer à rentrer dans les frais, il fallait qu'ils vendent 1 million de places. Oui. Je pense c'est bien parti. Bon, c'est bien parti. Oui, c'est voilà ce que j'allais dire. Je pense que c'est bien parti. Je pense que ça fait quand même beaucoup de représentations à faire. Donc certainement une tournée. Et puis bon, si ça se joue pas au Canada, Nathalie, tu viendras nous voir. C'est ça. Ça sera une raison de venir. Une raison de venir, oui. C'est ça. Une très bonne raison. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Non. On a fait le tour. C'est vrai qu'on a fait quasiment 2 heures d'enregistrement. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On avait peur de dépasser sur les 2 heures. Au final, on a réussi à rentrer dans le temps. Dans les temps, mais non, écoutez. Si on avait dû dépasser, au contraire, moi j'étais prêt à partir encore sur une autre heure, mais très bien. En tout cas, c'est très bien. Je suis très content. En tout cas, merci à vous. Parce que vraiment, c'était merci à toi. Et puis, écoutez. C'était en tout cas tout ce qu'on pouvait dire sur Starmania. N'hésitez pas, ça se joue encore à la scène musicale. Allez le voir, vraiment, ça mérite le coup d'œil. Si vous êtes en province, n'hésitez pas à aller le voir en tournée. Évidemment, on vous le conseille. En tout cas,
si vous avez l'occasion, c'est, je pense, un des spectacles de 2022-2023 Oui. qu'il faut absolument voir. Je pense que c'est un spectacle qu'on peut conseiller à tout le monde, même ceux qui n'aiment pas forcément la comédie musicale. Déjà, c'est pas une comédie musicale, c'est un opéra rock. Et puis, c'est vraiment, voilà, alors, pour la mise en scène, par le propos, c'est vraiment ce que je qualifie de grand public. Eh ben, ça sera le mot de la fin pour Fabrice, en tout cas. Et c'en est fini pour ce 5e épisode de Musical Avenue, le podcast consacré à Starmania. On était encore très contents de vous partager nos avis, nos anecdotes et autres. Musical Avenue, le podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. On est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast. On est un peu partout. On est aussi sur Ocha, si jamais ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Donc sur un thème consacré normalement aux jukebox musicals. Si ça change pas d'ici là. Merci à tous les trois en tout cas, et puis Merci à bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au Au revoir. revoir. Bye. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole, on se